Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Hello, hello. Ouais. Monsieur Kamal. Bonsoir, tu vas bien? Bonsoir, ça va et toi? Ça va tranquillement comme d'hab. Comme désolé pour le retard. Non, non, mais j'étais en retard aussi, il n'y a pas de problème. Je reviens Bon, de la radio là. d'où Beurre FM? Ouais, BFM, ouais. BFM, Très c'est le bien. mercredi Merci à soir. toi de faire l'effort de venir sur le live Mhm. mercredi soir. Donc, comme j'ai indiqué sur le titre du live, on va parler de sobriété énergétique. Mais pour parler de cela, il faut recontextualiser. Voilà, j'y arrive. Mhm. Pourquoi cela? Enfin, euh, j'ai eu beaucoup de. En fait, j'avais fait un sondage pour savoir quels étaient les sujets que les gens voulaient traiter, que voulaient avoir un peu d'approfondissement. Et la sobriété énergétique est arrivée en deuxième place. Donc, Mhm. effectivement, le froid arrive. Hein, et on sait très bien que euh, la question qui revient souvent, c'est est-ce que la Tour Eiffel va être arrêtée d'être illuminée? Éclairé. Alors, j'ai vu Mhm. que elle s'arrêtait normalement à 1 heure et maintenant elle s'arrêterait à 23h45. Bon, Mhm. c'est un effort. Mais Mhm. bon, ce qu'on voulait voir avec toi, Gamal, et merci d'être présent avec nous, c'est d'avoir les contours un peu de cette, j'ai envie de dire, de cette sanction pour les Français, puisque beaucoup de gens disent, on n'y est pour rien, et puis c'est pas notre problème, j'ai envie de dire. Tout à fait. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir des éléments et un contour sur la guerre en Russie pour vraiment les gens qui sont réveillés avant-hier et qui sont pas au courant de ce conflit armé? Bon, déjà, on va commencer par le contexte. Donc, bonsoir, merci pour l'invitation. Moi. Alors, sur un plan contextuel, j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure à la radio, effectivement, on a un problème qui est lié à la gouvernance, à la bonne gouvernance. On nous sert beaucoup de bonne gouvernance pour les pays d'Afrique, mais manifestement, il y a des problèmes de gouvernance en Europe. Pourquoi je parle de bonne gouvernance? C'est parce que ils ont entraîné, je parle des Européens occidentaux, donc tout ce qui est Europe occidentale extrême, donc Mhm. Espagne, France, Portugal et Angleterre, Royaume-Uni, et l'Europe centrale, Allemagne et tous les pays de l'ex-bloc qu'on appelait à l'époque l'Europe centrale, bref, l'ex-bloc germain, pour faire simple. Donc tout ce qui est sous influence germanique et allemande. Et tous ces pays qui ont rejoint donc l'axe atlantique, donc l'axe américain, ont pris fait et cause pour une guerre en Ukraine en faveur d'un homme qu'on appelle Zelensky, qui est le président donc connu aujourd'hui pour avoir été l'ancien acteur placé par un oligarque qui est devenu président d'un État alors qu'il n'en avait pas les épaules. Ça, on pourra en discuter rapidement, mais très rapidement, de dire quoi? De dire que les États-Unis ont poussé à la guerre de façon évidente, que les Européens qui avaient une responsabilité avec l'OSCE qui parrainait ces fameux accords de Minsk, alors je traduis, Minsk, ce sont des accords qui ont été signés en Biélorussie et qui étaient destinés à empêcher précisément ce genre de catastrophe auquel nous sommes confrontés depuis le mois de février de cette année, à savoir une augmentation des actes de violence en Ukraine qui ont duré quand même 8 ans, c'est pas rien, de 2014 à 2022, au cours desquels la minorité russophone, donc les Russes d'Ukraine, étaient à la fois agressés, attaqués, il y a eu des massacres, Maïdan et tout un tas d'autres places qui ont été connues, Maïdan, et d'autres actions, souvent conduites d'ailleurs par l'extrême droite qui est réelle, elle n'est pas inventée, à savoir ce qu'on appelle la brigade Azov et d'autres, encore il y en a trois types d'organisations d'extrême droite, qui se réclament du national-socialisme allemand, donc les nazis. Donc, c'est ce qu'on appelle des néo-nazis aujourd'hui. Mais ils ont effectivement, cette brigade qui correspond à peu près à 5-6 000 personnes, sont entrés dans les arcades du pouvoir, étaient siégés au Parlement, c'est-à-dire leur responsabilité au Parlement, et poussés à la guerre. Donc ça, c'est le caractère extrême classique qu'on connaît de la part de l'extrême droite, hein, c'est pas une surprise. Et parallèlement à ça, et c'est plus choquant, l'Occident, donc au sens large du terme, États-Unis et Europe, ont décidé de soutenir le président Zelensky parce que Zelensky, qui est juif, on le sait, ne peut pas être nazi. Bon, c'est des arguments qui sont ridicules parce que la question ne se pose pas en ces termes-là. Le nazi, qui effectivement déteste les juifs, est capable de composer un temps avec lui pour les taper après dessus. Ça, on connaît la musique. Mais par contre, la question ukrainienne est particulière. Parce que l'Ukraine a été victime aussi du nazisme. Donc c'est pour ça qu'il y a un problème. Et aujourd'hui, on se retrouve embarqué dans une guerre qui aurait pu être évitée, puisqu'il y avait des accords qui avaient été signés, avec un Poutine qui ne masque pas, même pas ses manœuvres. Hein. Ça fait longtemps qu'il a des velléités de reprendre le contrôle de sa sphère d'influence. Il l'a fait par rapport à tout le sud du Caucase. Il l'a fait
en Azerbaïdjan, il l'a fait en Arménie, il l'a fait en Géorgie. Je veux dire, quand même des interventions militaires musclées de la Russie, jusque récemment même, quand il a prêté main forte au président du Kazakhstan, je veux dire, il y va pas à moitié. Quand il y va, on a vu la Tchétchénie, 300 000 morts. Donc, on connaît le personnage, on sait qu'il est capable d'une violence extrême, et en substance là, il a espéré, dans l'opération qu'il a conduite les 24 février, il a espéré retourner l'armée ukrainienne contre Zelensky. Ça n'a pas marché, donc la guerre a commencé à démarrer. Alors, ça a été un balayage immédiat en une seule journée. L'industrie militaire a été détruite, les avions ont quasiment tous rasés, mais l'Europe a décidé de prêter main forte à Zelensky pour entretenir une guerre qui ne peut pas être gagnée, il faut le comprendre, elle ne sera pas gagnée. La Russie d'aujourd'hui n'est pas la Russie de 89 quand elle a chuté face à l'Afghanistan. La Russie d'aujourd'hui est forte, a de l'argent, n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui, a les moyens militaires, les moyens de ses ambitions et surtout, elle veut revenir sur une revanche parce qu'on l'a humiliée pendant longtemps. Voilà, donc ça c'est le théâtre d'opération, c'est ce qui s'est passé. Alors les Européens ont à la fois soutenu du bout des lèvres les Ukrainiens parce qu'ils n'ont pas tellement finalement aidé militairement. Ils ne veulent pas être co-belligérants dans ce qu'ils disent, mais ils le font en envoyant quelques petites armes à droite à gauche qui ne font pas beaucoup de différence sur le terrain. Par contre, ils ont décidé de sanctionner les Russes en disant, puisque les Russes ne veulent pas se plier, non pas aux accords de Minsk, parce qu'ils n'en veulent pas les accords de Minsk, les Européens, se plier au retrait de l'Ukraine parce qu'ils considèrent que c'est un pays démocratique attaqué par une dictature. Aujourd'hui, la Russie est devenue une dictature aux yeux des Européens, alors qu'il y a quand même des élections. Eh bien, nous allons sanctionner les Russes. Le seul problème, c'est que le nain de jardin s'attaque à un bodybuilder. C'est-à-dire que la Russie est un État-continent. C'est le plus grand État d'Europe et du monde. C'est une fédération d'États. Ce n'est pas un pays, c'est une fédération. C'est la conséquence de ce qu'on appelait à l'époque la Grande Russie. Et la Petite Russie, ou la Nouvelle Russie, comme on l'appelle, l'Ukraine, Novorossia, historiquement, et sous influence depuis toujours de la Russie, a toujours été considérée par les Russes comme appartenant à la Russie. L'Ukraine n'a existé que 2 fois dans l'histoire, une première fois après la Première Guerre mondiale, et ça n'a pas duré longtemps, et une seconde fois a existé après la chute du bloc soviétique en 91. Donc aujourd'hui, les revendications ethniques, religieuses, culturelles et surtout géopolitiques sont logiques de la part des Russes et se comprennent parfaitement parce que l'OTAN poussait son avantage. Donc toutes ces provocations ont conduit à l'irrémédiable, à la catastrophe pour ma part, parce que je ne suis pas évidemment favorable à la guerre qui est conduite par les Russes en Ukraine. J'aurais préféré que ce soit négocié, qu'on en sorte rapidement, mais ça n'a pas été le cas. Et les Européens, se croyant forts, ont dit on va sanctionner les Russes avec Ursula von der Leyen, la responsable de l'Europe, qui a eu des discours très tonitruants, très offensifs, avec Bruno Le Maire, qui est un parfait imbécile, on peut le dire, hein, il n'y a pas de honte à le dire, et qui a osé nous expliquer qu'il allait sanctionner la Russie durablement, que ça leur ferait très mal, qu'il y aura des conséquences, et que le peuple russe, Bruno Le Maire qui dit ça, l'imbécile heureux, va souffrir. Bon, félicitations, hein, c'est bien, on se met le peuple à dos. Eh bien, il a radicalisé les Russes, effectivement, ils ont eu un discours agressif, et les Russes ont parlé, non pas d'ennemis, hein, ils ne parlent pas des ennemis en parlant des Européens, ils ont parlé des gens inamicaux. Sous-entendu, c'était des amis qui se comportent comme des gens qui sont plus amis. Donc, les Russes étaient prêts jusqu'en 2007 à rentrer dans l'OTAN, c'est-à-dire un peu le parcours où on en est arrivé aujourd'hui, et aujourd'hui ils se retrouvent ennemis déclarés et ont reconstitué un bloc de l'Est avec la Chine. Voilà, donc aujourd'hui on est reparti dans la guerre froide. Alors la guerre froide, c'est les guerres par proxy, par petits territoires qu'on alimente comme ça au fur et à mesure. Bon, la Russie ne peut pas perdre la guerre, c'est évident. L'Ukraine ne peut pas gagner, c'est évident aussi. Les zones conquises, qui sont le Donbass, sont libérées du point de vue des Russes et sont conquises du point de vue des Ukrainiens. Le sud de la Russie est occupé depuis longtemps. Depuis 2014, pas Minsk, je veux dire, la Crimée est occupée par la Russie parce que historiquement, ils considèrent que ça appartient à la Russie et ils vont bientôt récupérer le port de Sébastopol qui a été libéré à l'époque des nazis et ça a coûté beaucoup d'hommes aux Russes. Donc historiquement aussi, ils réclament un territoire qu'ils considèrent leur appartenir. Je donne le point de vue russe. C'est pas mon point de vue. Je considère que la Russie reste un empire et qu'un empire a tendance à vouloir s'étendre. Mais dans tous les cas de figure, c'est ça le tableau. De l'autre côté, les Européens auraient dû jouer le jeu du modérateur et pas suivre les Américains. Ils ne l'ont pas fait. Donc ils ont cherché à sanctionner les Russes et les Russes ont immédiatement appliqué ce qu'ils ont appelé des contre-mesures. Dans l'armée, les contre-mesures, c'est pour répondre à une attaque. Bon, là, c'est les contre-sanctions. Donc, les contre-sanctions, c'est quoi? C'est qu'un pays qui vous sanctionne, on le sanctionne. Et il se trouve que la sanction européenne est marginale, ne peut pas faire grand-chose. Bon, le blocage de quelques avoirs bancaires, le blocage des réserves de change qu'ils vont devoir libérer un jour, le blocage surtout des échanges avec 7 banques russes, donc rien, c'est quasiment rien. Et surtout, ne pas bloquer les hydrocarbures, qui sont la principale denrée alimentaire des Russes. C'est avec ça qu'ils nourrissent leur économie, puisque les hydrocarbures représentent 30% des besoins énergétiques européens. On ne peut pas, et je le répète ici, on ne peut pas remplacer 30% des besoins énergétiques d'un pays, enfin d'un pays aussi grand que la Russie. 30% de ses besoins, un tiers de ses besoins ne peuvent pas être remplacés du jour au lendemain, même en 2 ans ou 3 ans. On ne peut pas.
Ils ont essayé avec l'Algérie, ils ont essayé avec le Qatar. Tout le monde est au maximum de sa production, est incapable de compenser le déficit qui est, qui est produit par la Russie, qui refuse maintenant de livrer le gaz si elle n'est pas payée en roubles. Donc, ça, c'est aussi un coup de maître qu'avait fait Poutine, c'est qu'il a imposé aux Européens de payer en roubles une monnaie de singe qui devient une monnaie de confiance, une monnaie qu'on va appeler une devise. Donc, on ne peut pas compenser cela, et pourtant, les Européens sont foncés bien en tête en pensant pouvoir faire payer les Russes sans toucher au gaz et au pétrole. Dommage pour eux, c'est les Russes qui ont entamé la procédure de réduction de livraison, et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on n'a pas ces 30%. La France est moins exposée parce qu'elle dépend pour 80% du secteur nucléaire, mais elle est quand même exposée parce que malheureusement, les Français ont indexé le prix du kilowattheure produit par les centrales nucléaires au gaz et au pétrole. Je traduis. On va dire, je fais un schéma très rapide. Si on paye le kilowattheure à 10 euros et que sa production vaut 10 euros, eh bien, pour ne pas heurter les autres pays européens qui n'ont pas forcément beaucoup de centrales ou très peu de centrales, voire pas du tout, on leur dit, bah, écoutez, on ne sera pas en concurrence avec vous parce que vous nourrissez, votre énergie vient du pétrole et du gaz pour créer l'électricité. Donc, on vous propose de s'aligner par rapport à des accords européens, de s'aligner sur le coût de votre consommation. Donc, il ne passe plus de 10 euros, mais je sais pas, le pétrole est 90 $, et ben on dira que le kilowattheure du nucléaire français qui est à 10 euros vaut 90 euros. De façon arbitraire, ça n'est pas vrai, ça vaut pas 90 euros, mais les accords européens obligent la France à ne pas faire de la concurrence déloyale parce qu'elle est évidemment extrêmement favorisée par son parc nucléaire français qui couvre 77% des besoins nationaux. Donc la part du gaz, c'est à peine 20%. L'essentiel de cette part du gaz est alimenté par la Norvège, qui donne à peu près 80% des besoins français, un peu moins de 80%, 70%. Une autre part, un peu de Qatar, enfin quelques pays comme ça de la région du Golfe, mais surtout la Russie 17% et l'Algérie 8%. L'Algérie a porté sa part de gaz, il a augmenté de 50%, donc on est passé de 8%, vous rajoutez 50% de 8%, c'est 4%, à 12%. Donc ça signifie qu'il y a encore un déficit pour les Français, non pas de 8% comme l'a annoncé fièrement Macron, ce qui est un mensonge. Il y a un déficit actuel de, si on fait un calcul simple, 17% moins 2, ça fait 15%. Il y a 15% de gaz manquant pour la France. 15% de gaz dans un pays où, évidemment, on n'est pas en vivre-élec, on n'est pas en tout-élec. Il y a encore énormément de besoins gaziers en France, ne serait-ce que pour les particuliers. Il y a beaucoup de vieux immeubles qui sont chauffés au gaz, parce que le gaz n'est pas cher, parce que le gaz est écologique, contrairement au charbon, par exemple, et surtout parce que le gaz était bon marché à une époque. Aujourd'hui, c'est plus le cas, puisque le prix du gaz a explosé, des fois 10. Donc, on est arrivé à un seuil où, effectivement, les besoins énergétiques français ne peuvent pas être compensés avec la perte de la Russie, même s'ils sont moins impactés, mais surtout, quoi qu'il arrive, même s'ils sont moins impactés, de toute façon, la solidarité européenne oblige les Français à redistribuer une partie du gaz et de l'énergie électrique qu'ils produisent. C'est ça le schéma. Donc, ils nous ont fait croire, Macron, quand il est parti de l'Algérie, qu'il n'y allait pas pour le gaz, alors que c'était le seul mot qu'il avait à la bouche, c'est le gaz. Il nous a fait croire que les besoins français étaient couverts à 92% en termes de réserves stratégiques. Les réserves stratégiques sont entamées dès que l'hiver arrive, donc ça veut dire qu'on n'a pas les moyens de faire face. Et il nous a surtout fait croire, on ne sait pas quel sera l'hiver. Il sera peut-être pas rigoureux, il sera peut-être très rigoureux, probablement. Mais quoi qu'il en soit, les réserves stratégiques, elles durent 3 mois. Donc on est déjà fichu. Et il nous fait croire que l'augmentation du gaz ou du pétrole ou de l'énergie, en général, ne sera pas haute. Alors, s'il revenait sur les accords qu'il a signés avec les autres pays européens en étant plus solidaires, eh bien, on serait couvert parce que l'énergie nucléaire coûte rien. Mais il ne peut pas le faire. Conséquence de quoi, ces accords européens qui enferment la France à des prix élevés de l'énergie parce qu'il y a l'excès sur le gaz et le pétrole font qu'on va subir le même choc énergétique que tous les pays européens, Allemagne incluse. Donc aujourd'hui, on est dans une situation délétère où les Européens ont joué des gros bras devant un géant, se sont rendus compte que le géant allait les sanctionner, c'est des contre-sanctions, que ce géant a engrangé 167 milliards de dollars depuis 6 mois, il n'a jamais été aussi riche, je parle des Russes, et que l'Europe ne fait que s'appauvrir avec, évidemment, aujourd'hui des dépôts de bilan, je crois que c'est 90 millions d'entreprises qui ont déposé le bilan d'Italie, si je ne me trompe pas, donc avec une dégradation des conditions économiques, avec une dégradation parce que le monde, c'est de l'énergie, c'est pas autre chose. Si vous coupez l'énergie à payer, il reste plus rien, je veux dire, je vous laisse deviner, éteignez juste le compteur chez vous, vous allez voir comment vous allez vivre. Le compteur, vous faites tomber le compteur électrique, vous allez voir un peu. La vie, elle change complètement. On rentre à c'est l'âge des cavernes. Donc, le monde est énergie, l'énergie est finie, la quantité est finie, on n'en a pas assez. Elle est de plus en plus chère, de plus en plus rare. Et quand on fait du jour au lendemain, qu'on fait sauter 30%, un tiers de ses besoins, là, c'est catastrophique. Donc, ils nous mentent, ils font croire qu'il n'y aura pas de conséquences, il y en aura. Ils sont en train d'envisager ce qu'ils appellent, et c'est là où il y a un problème, et le mot est choquant. Ils parlent de sobriété énergétique, comme si on était des alcooliques de l'énergie. Comme s'il fallait qu'on sorte de cette phase d'alcoolisme obsessionnel d'énergie, on en prenait trop, soi-disant, alors qu'on se contentait de vivre normalement, pour revenir un petit peu moins de consommation pour être sobre. Non, ce n'est pas la sobriété, le terme est très, très, très choquant à mon sens. Ils nous demandent des restrictions énergétiques, des réductions énergétiques, de la rigueur énergétique. Ils veulent qu'on vive comme si on revenait au début du siècle dernier. C'est ça la question qui se pose. Et donc aujourd'hui,
on arrive dans une situation où on va souffrir, tout le monde souffrira, où les entreprises vont être les premières impactées, c'est déjà annoncé d'ailleurs par les gouvernements, mais ils vont impacter la population. Alors déjà, on a eu succession de crises, les gilets jaunes, les grèves, le Covid, la récession économique, la réduction des capacités de création de richesse, une Europe qui n'allait pas très bien déjà depuis longtemps. Mais là, ça va être catastrophique. On rentre dans un cercle extrêmement malsain, un cercle vicieux, non pas vertueux, qui va conduire à ce qu'il y ait des manifestations de masse de la part des populations les plus impactées au départ, et puis évidemment les mouvements type Gilets jaunes qui vont se reconstituer avec un autre nom, j'imagine, avec une autre forme. Peut-être qu'ils seront rejoints par les syndicalistes, probablement, comme on le voit en Angleterre. Mmh. Ça risque de donner des mouvements sociaux très violents, et si le gouvernement tire trop sur la corde, ça va être violent. Alors aujourd'hui, ils nous annoncent qu'ils vont nous faire un chèque énergie, la Mmh. blague du siècle. 150 euros quand l'énergie va être multipliée par deux, c'est comme si vous aviez rien reçu. Mais malheureusement, l'entêtement des Occidentaux, cette obsession à vouloir avoir raison contre les Russes, nous conduit à tous souffrir. Et je tiens à préciser, en démocratie, nous n'avons pas été consultés. Donc la démocratie, on peut l'interroger là aussi. Merci Gamal, merci. Enfin, que dire après ça? Que dire après ça? C'est une très bonne analyse. Je vois qu'il y a Créa Paloma qui dit pas d'accord. On veut t'écouter. Pour qu'est-ce qu'il n'était pas d'accord? Pourquoi tu n'es pas On d'accord? attend, avec plaisir. Charine dit c'est une guerre de couillus. Ouais, mais effectivement, c'est vrai que les guerres, de toute façon, là, c'est une guerre. En fait, il y a beaucoup de Français qui disent, j'ai regardé sur les réseaux et les articles dans les journaux, où disent ils n'ont pas à payer le prix de la guerre, les Français. Parce que le quoi qu'il en coûte de notre président Emmanuel Macron, là, forcément, tout le monde regarde son portefeuille. Et là, tous ceux qui avaient des poêles à bois, on a bien vu que les prix du granule a augmenté, le bois il coûte cher, le gaz coûte cher. Enfin, on a l'impression que, oui, oui, effectivement, ça fait peur. On a l'impression que on est pris en otage. On est pris en otage. Et j'ose espérer que ce ne sont pas les pauvres qui vont trinquer. Parce que quand je vois les magasins sur les Champs-Élysées, quand je vois la Tour Eiffel qui va s'éteindre à 23h45 au lieu d'une heure du matin, j'ai envie de dire, les lumières dans les magasins la nuit, je vois que les lycées maintenant, et les établissements scolaires sont à 17 degrés. Ça va creuser les fossés encore. J'ai l'impression que ça va creuser les fossés. Et effectivement, je pense qu'il y aura des mouvements de colère. Mais est-ce que la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que on ne fonce pas aussi vers une troisième guerre mondiale? Non, pas du tout. Puisque j'ai regardé tout à l'heure que les Nord-Coréens fournissaient des armes, que les Européens fournissaient des armes aux Ukrainiens. Et d'ailleurs, il y a eu une reconquête, une reconquête de certains territoires par les Ukrainiens. Mhm. Les Russes, j'ai vu que les Nord-Coréens leur fournissaient des armes en veux-tu, en voilà. Est-ce qu'on ne glisse pas vers une espèce de libanisation de l'Ukraine? Alors, libanisation, oui, bien sûr, parce que l'Ukraine est un pays malheureusement qui est alimenté par l'extérieur en armement, des deux côtés. Parce qu'il y a de chaque côté, c'est vraiment caractéristique de la libanisation ou même de ce qui s'est passé en Yougoslavie. C'est-à-dire que de chaque côté, pour faire une guerre civile, il faut alimenter en armes, il faut alimenter en idéologie, elles sont là. Il y a bien l'idéologie, il y a bien les armes, il y a bien un bloc Est, un bloc Ouest, il y a bien une idéologie un peu catho d'un côté, une idéologie orthodoxe de l'autre, il y a bien le soviétisme qui est toujours en sous-jacent, contre ce qu'on a appelé à l'époque l'Europe libérale, donc ultralibérale en vérité. Mais oui, la question de la guerre, j'y crois plus mondiale, je veux dire, j'y crois pas du tout. Par contre, faire de l'Ukraine, c'est l'objectif des Américains, le mouroir de l'ex-URSS, de la Russie donc, c'est un objectif pour affaiblir l'URSS et pour affaiblir peut-être, enfin l'ex-URSS plutôt, et pour affaiblir évidemment tous ces gens qui seraient plus ou moins tentés de rejoindre ce nouveau bloc de l'Est. Donc ça, c'est une réalité. Deuxième chose, dans la guerre en direct, c'est-à-dire que les États-Unis font très attention à ne pas être co-belligérants. Ils donnent des armes, comme pendant la guerre d'Espagne. Tout le monde donnait des armes. Je veux dire, les nazis donnaient des armes, les Italiens aussi, les Allemands, les Russes, enfin tout le monde y allait. Les Français, les Espagnols, ils envoyaient des hommes aussi. C'est un peu la même configuration, sauf que cette fois-ci, c'est pas pour défendre des républicains, c'est pour défendre des Ukrainiens. Et enfin des Ukrainiens non russes contre les Ukrainiens russes. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que oui, on peut s'inquiéter d'un conflit durable, mais on ne peut pas s'inquiéter d'un conflit qui va sortir de ses frontières. Depuis le début, on s'attendait peut-être à ce qu'il y ait une intervention de l'Ukraine contre la Biélorussie. Ça n'est pas arrivé. Ah non. Ensuite, il y a une reconquête des territoires que les Russes ne veulent pas garder. Ils veulent garder
Le Donbass, ils l'ont conquis, c'est réglé. Ils veulent garder la Crimée, Sébastopol, le sud de l'Ukraine et l'accès à la mer. Voilà ce que veulent les Russes et ils sont dans leur logique. Maintenant, comment faire pour sortir de cette logique-là? Eh bien, les peuples, effectivement, si vous le rappelez, les peuples européens souffriront, pas encore, mais souffriront non seulement des conséquences lourdes du Covid qui étaient déjà là. Hein. Je rappelle que l'inflation a démarré avant la guerre d'Ukraine. Donc, qu'on mette toujours tout sur le dos de la Russie, c'est un peu facile. Mais surtout, ils vont souffrir parce qu'il va y avoir un abandon, évidemment. Les parapluies sociaux, les amortisseurs sociaux vont être forcément réduits. On a déjà fait le fameux quoi qu'il en coûte. Maintenant, ils peuvent plus dire quoi qu'il en coûte. La dette est tellement abyssale que ça va commencer à réfléchir en termes de prêt d'argent. On fera moins confiance aux États. Et à partir de là, bien, effectivement, il risque d'y avoir des mouvements sociaux assez violents parce que les plus pauvres vont souffrir en premier. C'est logique, c'est les pauvres qu'on sacrifie. Mais il y a aussi un autre aspect qui entre en considération, c'est qu'on n'a pas consulté les peuples. C'est-à-dire que quand on dit, par exemple, ils partent en guerre, les Européens veulent-ils se battre? On l'avait vu dans les années 30, évidemment, ça existait aussi hein, par rapport à la Pologne. Sont-ils prêts à se battre pour des Ukrainiens qu'ils ne connaissaient pas encore hier et pour une soi-disant démocratie qu'il fallait défendre aux portes de la Russie? Bah ça, je suis pas certain que ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien en été quand on reçoit des jolies bombes ukrainiennes. Je signale juste comme ça. Eux, ce qu'ils Pardon demandent, c'est juste d'avoir des armes pour pouvoir se défendre. Oui, mais c'est pas ce qui est dit par les états-majors. C'est une manière juste qu'on ramène un peu de réalité là-dedans. Eh ben, justement, on va ramener la réalité. Bonsoir Olivier. Bonsoir Olivier. Désolé, parce que là, c'est vraiment un discours très unique, très carré. Bon, moi, malheureusement, je parle russe, donc ça me donne peut-être une vision de la Russie, qui est un pays cher à mon cœur, un peu différente, et aussi de l'Ukraine pour le coup. Et je n'ai jamais entendu les Ukrainiens dire venez nous se battre à notre place. Alors, on va juste clarifier la situation. C'est pas parce qu'on parle russe qu'on comprend mieux les Russes. Ça, c'est une première chose. Il se trouve que je travaille avec les meilleurs experts. C'est différent. Non, mais je parle avec les meilleurs experts russes actuellement, donc c'est bien de me parler de ça. Ensuite, je ne prends pas une posture pro-russe. Je vais être très clair dès le départ parce que j'aime pas entendre ce genre de discours. C'est un discours que vous avez eu. Moi, je vais vous répondre. Non, moi, je viens de dire que les Ukrainiens ne voulaient pas qu'on se batte pour eux. Ça s'appelle un discours. Non, ça s'appelle un discours. La demande, elle est très claire. C'est notre liberté. On est prêt à la défendre. Donnez juste nous les moyens de défendre notre liberté. Très bien. Ça s'appelle un discours. Je veux dire pourquoi? Parce que les Ukrainiens ont aussi laissé rentrer des combattants extérieurs. On l'a vu un peu partout sur le théâtre d'opération. Elle est très. Vous avez des Géorgiens, par exemple. Il y a des Bélarusses. Il y a effectivement des anciens militaires qui viennent un peu de tous les pays, quelques Américains, des Anglais, des Français. Ok. Donc la fameuse légion étrangère ukrainienne qui existe et qui est très documentée, qui reste quand même assez anecdotique. Hein. Oui, anecdotique, mais il n'en demeure pas moins que si on veut que les armes pour se défendre, on ne laisse pas rentrer les légions étrangères. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je crois pas du tout. Alors moi, je ne suis pas pro-russe, parce que ça, ce genre de discours, je le connais, on me l'a déjà fait il y a pas longtemps dans un média. On m'a soupçonné. Non mais je. Laissez-le terminer. Chacun son tour. Olivier, chacun s'écoute, comme ça on va pouvoir. Voilà. J'écoute beaucoup tout à l'heure, et c'est vraiment ce discours très unilatéral, très affirmatif sur une situation qui est beaucoup plus compliquée que ça. Je la trouve vraiment gênante. Alors, la complexité, c'est moi qui vais vous l'apporter, d'accord? D'abord, on est en démocratie. On va commencer par la complexité. Premièrement, vous étiez où quand les Russes massacraient les Tchétchènes? Moi, j'étais contre les Russes. Les choses sont très claires. Pour le coup. Non, mais je vous le dis. Je vous le dis. J'étais contre les Russes. Ensuite, quand je parle aux Arabes, je leur dis toujours, les Russes ne sont pas nos amis. Donc, c'est pas moi qu'on la fera le baratin de pro-russe. Ça ne marche pas. Je me contente. Ça par vous. Non, c'est vous qui dites que j'ai une vision unilatérale, donc pro-russe, on est bien d'accord. Oui. C'est pas donc ça veut dire que vous me savez que je suis pro-russe. C'est raté, vous vous êtes planté. Je suis pas pro-russe. Non, j'ai dit que vous avez une vision unilatérale parce que, grosso modo, venir m'expliquer que les Ukrainiens ont un discours qu'ils n'ont pas, moi je trouve ça unilatéral. Alors non, c'est pas unilatéral, monsieur, parce que les Ukrainiens demandent des aides sous toutes les formes et une ingérence de toutes les formes. Alors ne racontez pas qu'ils veulent que des armes, ça n'est pas vrai. Ils demandent par exemple la sanction. Ils demandent. Attendez, je finis mon propos. Je finis mon propos. Apprenez un petit peu à écouter, s'il vous plaît. Vous m'avez interrompu. Vous pouvez apprendre à écouter, après vous répondrez. Ils ont demandé la sanction des sanctions économiques contre la Russie. C'est ça, les armes? Non, on est sur autre chose. Les sanctions qui se retournent contre les Européens. Donc, vous me dites qu'il n'y a pas de co-belligérance, mais en l'occurrence, c'est bien le cas. Quand on sanctionne un pays, quand on envoie des armes, quand on envoie des hommes, il y a donc une affirmation d'une volonté d'en découdre. Maintenant, pour revenir à des choses un peu plus sérieuses. Alors déjà, le coup du pro-russe, ça ne marche pas avec moi. Moi, je dis toujours aux gens qui parlent. Je ne l'ai pas dit, tout va bien. Non, vous avez dit que j'avais une vision unilatérale. J'ai horreur qu'on m'impose un point de vue que je n'ai pas exprimé.
Eh bien, vous l'avez exprimé. Quand on dit une vision unilatérale, vous m'expliquez. Alors, qu'est-ce que veut dire une vision unilatérale? La personne qui prononce ce mot-là ici, c'est vous. Alors, qu'est-ce que veut dire, puisque vous voulez faire le malin, une vision unilatérale? Allez-y, exprimez-vous. Une vision unilatérale, c'est à partir du moment où j'ai décidé qu'un peuple a demandé des soldats et que des peuples européens ont envoyé des soldats. Ce qui n'est pas des peuples, pas des peuples. On peut pas empêcher effectivement des personnes. On peut pas. Aucun gouvernement aujourd'hui ne s'est vanté ni à indiquer qu'il avait envoyé des soldats. On est bien d'accord. Ils n'ont pas s'en vanter. C'est logique. Si un seul gouvernement s'était permis de faire ça, vous pouvez être bien sûr que du côté des Russes, la première chose qu'ils auraient fait, c'est dire vous êtes co-belligérants. Et de fait, ça a été notre obsession, même au niveau des armes, c'était de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on a le droit d'envoyer. Moi, c'est tout un discours qu'on a eu pendant tout le mois de février, tout le mois de mars, et qui d'ailleurs, pour le coup, puisqu'on parle de démocratie, où il y avait par exemple tous les députés, comment ça s'appelle, LFI, qui insistaient là-dessus en disant si vous envoyez des armes, vous allez ajouter de la guerre à la guerre, et en plus, vous prenez le risque que ces armes tombent entre de mauvaises mains. C'est parfaitement exact. Et donc, de fait, on s'est énormément retenu jusqu'à la fin du mois de mars. C'est-à-dire jusqu'au moment où finalement on s'est rendu compte que les Ukrainiens étaient capables d'aller jusqu'au sacrifice, parce qu'il y a eu des véritables moments d'héroïsme de la part de l'armée ukrainienne, où ils sont allés, ils se sont fait massacrer, hein, faut être très clair. Massacrer, vous avez raison. Ce qui les sauve aujourd'hui, c'est que tout simplement, c'est pas une ou deux personnes qui vont aller se battre, c'est tout un peuple. Et ça, c'est très impressionnant à voir lorsque vous regardez comment ça s'appelle, les films que prennent eux-mêmes les soldats ukrainiens. Ce qui est très impressionnant, c'est de voir que là où vous avez par exemple les soldats de Donetsk, des milices pro-russes, qui sont pro-russes, et là j'assume le terme, disent on refuse d'aller se battre pour Louhansk. Là, vous avez aussi des vidéos du côté des soldats, surtout les brigades territoriales, se disant en passant, parce que c'est eux les moins bien équipés, qui disent on refuse de monter en ligne si on n'est pas mieux équipé. Et vous voyez, là, on n'est pas du tout sur la même chose. Et lorsque je dis les gouvernements ont décidé, et là, on peut se poser la question, effectivement, sur les sommes que les gouvernements ont engagées et donc je parle bien de sommes et pas de soldats, pour pouvoir armer l'Ukraine à sa demande. On peut aussi se poser la question, effectivement, des sanctions que nous avons décidé d'imposer. Et qu'est-ce qui fait que moralement, nous sommes obligés de le faire? Ça m'intéresse. Vous avez une réponse? C'est une problématique économique. On n'impose pas des sanctions pour des problèmes économiques. Ça ne sert à rien. Moralement, vous êtes obligé de le faire. Pourquoi? J'attends la réponse. Ça m'intéresse. Là, ça va être passionnant. Tout simplement parce que à partir du moment où vous avez un pays qui a décidé de manière, et là pour le coup unilatérale, de tout simplement changer les frontières à son avantage. Et par la force. C'est factuellement ça. Que l'on appelle guerre ou que l'on l'appelle opération spéciale. Non, guerre, ça s'appelle une guerre. C'est ça. J'ai décidé que les frontières ne m'arrangeaient pas. Je vais les changer pour qu'elles m'arrangent. Ça s'appelle une guerre. Hein. Moi, je n'utilise pas le terme opération spéciale, c'est ridicule. Une guerre, c'est la guerre. Très sincèrement, je dis opération spéciale parce que à partir du moment où vous êtes, pour le coup, d'un point de vue russe, vous êtes obligé de dire opération spéciale. Moi, je ne suis pas russe. Je ne suis pas russe. Ça s'appelle une guerre. Moi, je prends cet aspect-là, voyez-vous. Oui, mais moi, je ne le prends pas. Ça s'appelle la propagande. Regardez les deux côtés. Non, ça s'appelle. Non, mais juste un instant. Attendez. Un pays qui décide de le faire. Alors, on va laisser répondre le gars. Je peux répondre. Je vais répondre. Donc, on va commencer. D'abord, c'est une guerre. On va arrêter de dire n'importe quoi. Ça, c'est un discours de Russe qui ne m'intéresse pas. Et vous pouvez parler des deux côtés. Je peux aussi vous dire que l'Occident est co-belligérant parce qu'il alimente la guerre. Tout comme c'était le cas dans la guerre d'Espagne. Ils étaient co-belligérants, ce qui est logique. Mais bon, maintenant, on va revenir sur un truc. Moi, ça m'intéresse. Vous dites que vous êtes moralement, comme s'il y avait de morale en politique, mais allons sur ce terrain de la morale qui est ridicule, moralement obligés, donc tous les peuples européens qui ont rien demandé sont obligés de subir une guerre qu'ils n'ont pas réclamée. Maintenant, on va aller, non, vous coupez pas si vous voulez, parce que je vois bien venir juste à l'instant. Maintenant, jusqu'au bout. Pourquoi, moralement, personne n'a intervenu sur la Tchétchénie? Parce qu'ils sont pas blancs, c'est ça. C'est des musulmans un peu bougnoules du Caucase. Pourquoi est-ce que, moralement, ils ne sont pas intervenus sur le Séti du Nord alors qu'il y a une guerre à ce moment-là? Et cette fois-ci, on parle en européen. Pourquoi ne sont-ils pas intervenus sur le Séti? C'est quand même extrêmement violent ce qui s'est passé là-bas. Pourquoi ils ne sont pas intervenus récemment sur l'histoire de l'Abkhazie, par exemple, l'Azerbaïdjan? Personne n'a bougé. Ils n'interviennent nulle part, mais quand on arrive en Ukraine, bizarrement, on a l'impression que c'est l'Europe. Eh bien, je vous annonce juste un truc, c'est que l'Ukraine, qui pour partie est russe, ça c'est pas discutable. Louhansk et Donetsk, ces régions qui sont maintenant considérées comme étant indépendantes de
de ce qui aurait dû devenir la fédération ukrainienne s'ils avaient respecté les accords de Minsk. Ces deux régions-là, maintenant, sont majoritairement peuplées de Russes. C'est indiscutable. Maintenant, vous êtes en train de parler de morale. Non, c'est ce que j'appelle l'unilatéralisme. C'est-à-dire, à partir du moment où on dit rien n'est discutable, c'est ça que j'appelle l'unilatéralisme. Attendez, elles sont pas majoritairement pro-russes. Elles sont pas majoritairement russes, ces régions-là. Vous me dites ça. J'attends vos chiffres, alors ça m'intéresse. On peut être russophone sans être russe, hein. Elles sont majoritairement russes. Arrêtez de jouer sur les mots. C'est très bien que les russophones sont des russes. Russophones, mais pour le coup, voilà. c'est ça qui ça montre quand même qu'il y a un petit problème là. C'est que parler russe, c'est pas être russe. Sinon, les bourriates ont un énorme problème. Parce qu'ils sont majoritairement russophones. Maintenant, si on explique que les bourriates sont russes, j'ai un énorme problème. D'accord, très bien. Donc, parler russe n'est pas être russe, très bien. Je vais quand même répondre aux questions, parce que si on me pose des questions, c'est pas uniquement pour avoir un discours unilatéral. En discussion, mais aussi pour qu'on y apporte une réponse. Non, mais j'aimerais savoir. Vous posez la question sur la Tchétchénie, c'est très intéressant. Tchétchénie, c'est un pays c'est pas un pays, en fait. C'est une république. Une république qui fait partie de la fédération russe. Alors, ce qui s'est passé en Tchétchénie est quelque chose sur les deux guerres qui se sont passées. Première guerre perdue par la Russie. Deuxième guerre, ils ont gagné en massacrant de manière immonde. 300 000 morts. Ça, on peut en être tout à fait d'accord. Et que la personne, quelle que soit sa religion et ses convictions, ce qui s'est passé en Tchétchénie était indéfendable. Il reste qu'en droit international, parce que ça existe, le droit international, bizarrement. On l'a vu en Irak. Surtout que vous interveniez, pour le coup, dans les affaires intérieures d'un pays qui a quand même l'arme nucléaire jusqu'à présent. Donc là, on peut se poser la question. Donc, ensuite. C'est le même pays, on est d'accord. C'est le même pays. Très intéressant, c'est sur l'Ossétie, parce que l'Ossétie, là, c'est l'inverse. L'Ossétie, c'est la Géorgie d'un côté. Oui, absolument. Et donc, un pays indépendant qui se fait littéralement prendre une partie de son territoire. De la même manière, d'ailleurs, parce que ce qui arrive aujourd'hui à l'Ukraine, c'est ce qui est arrivé à la Géorgie. Donc, ce qui est arrivé, effectivement, et la lâcheté à l'époque, ça a été de laisser faire dans cette manière-là. Maintenant, et pourquoi ils ont pas parlé de la guerre d'Espagne, c'est un exemple très intéressant, la guerre d'Espagne. Pourquoi ils ont, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Attendez. Moi, j'apporte des réponses. Mais si les réponses sont gênantes, il n'y a pas de problème, j'arrête. Elles sont pas gênantes. De manière unilatérale. Mais finissez. Vous n'allez pas jusqu'au bout de vos propos, parce que là, on va terminer sur la guerre d'Espagne. Non, pas la guerre d'Espagne. Non. Avec la guerre d'Espagne et les régimes à l'époque fascistes, c'est qu'on les a laissés faire. On les a laissés faire, on pensait qu'on allait les calmer, donc on les a laissés faire en Espagne, et ils ont massacré joyeusement. On les a laissés faire avec les Sudètes. On les a laissés faire avec, comment ça s'appelle? Il y a eu aussi l'Anschluss autrichien. Et c'est le seul moment où on s'est réveillé, on s'est dit, mais en fait, plus on les laisse passer, plus ils avancent. Et ça a été pour Danzig. Et oui, il y a un moment, on a décidé d'aller mourir pour Danzig. Et là, pour le coup, on a envoyé les troupes pour Danzig. Eh bien, vous voyez, vous posez la question très bonne et parfaite sur l'Ukraine. Pourquoi est-ce qu'on bouge pour l'Ukraine et pourquoi moralement on est obligé de bouger pour l'Ukraine? Parce que moralement, c'est très bien que lorsqu'on quelqu'un qui a décidé par la force de savoir comment je dessine les frontières et que je décide qu'une personne, parce qu'elle parle russe, elle est forcément, elle est forcément russe. Je tiens juste à signaler que si on regarde sur les territoires russophones aujourd'hui, le russe est une des langues qui est le plus parlée en Ukraine. Non, mais là, c'est du détail. Maintenant, moins, mais pendant un moment, c'était plus que l'Ukraine. Il s'arrête quasiment pas. Il n'y a pas de limite. Il répond pas. Même au-delà. Vous n'allez pas sortir. Gamal, quelle est la question? Gamal, quelle est la question? Alors, déjà, il répond pas à la question. Je voulais qu'il réponde, parce que là, on est parti sur la guerre d'Espagne, juste pour noyer les poissons. Bon, déjà, pour commencer. Non, parce que la guerre d'Espagne, c'est vous qui les mettez sur le tapis à chaque fois. Donc, moi, je me contente de répondre. À chaque fois, j'ai mis une fois, c'est pas grave, mais bon, à chaque fois, apparemment, c'est répétitif. Je sais pas compter. Non, vous savez pas compter, apparemment. Peu importe, c'est pas grave. Quelle est la question, Gamal? Pour regarder la vidéo, pour le compter avec moi. Je vous donnerai des cours de maths, c'est pas grave. Mais dans tous les cas de figure, il est certain d'une chose. Ah bah, ce sera partagé alors. Il y a une chose qui est certaine, c'est que vous avez passé lentement sur la guerre d'Espagne. On ne vous appesantit pas sur un sujet. On a parlé d'Ossétie. Ils ont fait exactement la même chose avec un pays reconnu internationalement, d'accord, qui a été grignoté sur une partie de la frontière russe, comme vous avez fait référence quand on parle de Seconde Guerre mondiale à l'annexion des Sudètes par l'Allemagne. Alors, faut pas tout mélanger. Hein. Les Français et les Anglais n'ont pas bougé pour Danzig. Ils ont Munich. Et là, ce qu'on nous propose, c'est de refaire Munich, mais avec Danzig.
juste à l'instant, ils ont déclaré la guerre à l'Allemagne, ils n'ont pas envoyé de soldats à Danzig, on faut être très clair. Hein. Ils sont restés tranquillement dans le guerre, on attend. Donc, faut être très clair. Ce qui se passe, c'est que là, on va pas faire d'histoire à nouveau parce que sinon on va parler aussi de la brigade d'Azov et tout ce délire néo-nazi qui a été un petit peu écarté. Pour revenir à nos moutons, vous êtes passé sur plusieurs sujets. Moi, le sujet qui m'intéresse, pourquoi ne sont-ils pas? Vous avez dit, par exemple, que la Tchétchénie, c'est pas un pays, c'est une république. Je suis désolé de vous le dire, une fédération d'États, c'est des États. Une république, c'est un État. Il y avait des frontières reconnues que la Russie ne reconnaissait pas parce que fédéré. Mais ça, on met ça de côté. Maintenant, pour venir à des choses un peu plus basiques, pourquoi ne sont-ils pas lâchement, vous l'avez dit vous-même, intervenus quand la Géorgie était attaquée ou quand l'Arménie était attaquée? Pourquoi personne n'intervient? Pourquoi à ce moment-là, c'est pas grave, pourtant, État reconnu tous les deux. Et quand c'est l'Ukraine, tout le monde sort les larmes. Attaquer l'Arménie, hein. C'est une très bonne question. Pardon? Pas les choses. L'Azerbaïdjan? Passant. Oui, vous savez très bien. Bon, si vous connaissez l'histoire, vous savez ce qui s'est passé. On va pas revenir sur la déportation des Russes dans la région. C'est parce que là, vous avez sous-entendez que la Russie qui a défendu l'Arménie, je tiens juste à signaler comme ça, aurait déjà. Donc, je voudrais pas qu'on confonde. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit simplement pourquoi on n'intervient pas quand ces pays envahissent les autres, c'est tout. Là où parle la Turquie. C'est la Russie qui a fait le boulot. Donc, quand ça vous arrange, ça va, mais quand ça vous arrange pas. Donc, il y a un pays où ça vous arrange. Je dis juste parce que c'est bien être factuel et j'aime pas dire qu'il y a un méchant et un gentil. Que pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu besoin de défendre l'Arménie pour une raison très simple. C'est la Russie qui a fait le boulot. Mais c'est pas la Russie qui a dû faire le boulot, c'est un problème international, on est d'accord. Pourquoi la Russie joue les gendarmes? C'est la question que je vous pose. Pourquoi la Russie va envahir l'Ossétie? Donc là, on est d'accord. Si on intervient dans cette sphère d'influence, on n'a aucun gain à aller défier. Attendez, la Russie, c'est sa sphère d'influence, l'Ossétie, c'est sa sphère d'influence, le Haut-Karabakh, c'est sa sphère d'influence, non pas l'Ukraine, bizarrement, c'est pas pourquoi, alors que je vous rappelle quand même que la relation Russie-Ukraine est très profonde. Donc, dans un cas, c'est une sphère d'influence, dans le cas, ça l'est pas. C'est très intéressant. Géométrie variable, j'aime beaucoup cette approche. Bon, faut être très clair sur un point. La différence est très simple. L'Arménie a demandé l'aide de la Russie, elle n'a pas demandé l'aide de la France. Oh, c'est bien. Et donc, l'Ossétie, on fait quoi avec ça? C'est ça la question qui m'intéresse. Ça, c'est magnifique. Avec l'Ossétie, pour l'instant, très franchement, la Géorgie est dans un tel état qu'on ne peut rien faire. Non. Pas maintenant. Pourquoi on n'est pas intervenu? La question est très simple. Pourquoi on n'est pas intervenu? Il me semble avoir répondu par pure lâcheté. Non, vous n'avez pas répondu. Merde. Donc, c'est la réponse pourtant. Donc, la morale ne s'applique pas parce que c'est un pays nucléaire à ce moment-là. Et aujourd'hui, c'est toujours un pays nucléaire. Pour le coup, c'est de la morale. Si je dis que c'est de la lâcheté, ça s'appelle un jugement moral. Donc, la morale ne s'applique pas. Mais c'est impressionnant, vous entendiez pas. Donc, la morale ne s'applique pas. Mais seulement, on est en train de faire ce que vous suggérez sur l'Ukraine, c'est-à-dire laisser passer. Ah, donc on a laissé passer à ce moment-là parce que, je reprends vos propos, on a laissé passer parce que c'est un pays nucléaire à l'époque. La Russie est toujours nucléaire aujourd'hui, mais on laisse plus passer. Vous m'expliquez la différence? Parce que si on laisse passer maintenant, on laissera passer jusqu'à Brest à peu près. C'est totalement faux. Là, c'est de la propagande grossière que je trouve un peu minable. Les Russes n'ont pas vocation à envahir l'Europe occidentale, sinon ils l'auraient fait, d'accord? Je crois pas que sur un plan conventionnel, ils sont plus forts, on le sait très bien. Et ils ont l'arme nucléaire, vous l'avez souligné. Comment? La preuve, en 6 mois de guerre, la preuve, ils ont conquis. Allez, quoi? 4% de l'Ukraine? C'est magnifique, la contradiction est magnifique. Alors dans un cas, ils n'arrivent pas à conquérir l'Ukraine, mais si on n'intervient pas, ils vont conquérir l'Europe occidentale. Ça n'a aucun sens. Oui, parce que ce qui a aidé, ça n'a aucun sens. Il y a deux choses qui ont aidé. D'abord, c'est la volonté des Ukrainiens de se battre. Et ça veut rien dire ça. Ça veut rien dire ça. Parce que quand l'attaque a été menée, ce qui a permis tout simplement qu'on se dise ça vaut le coup d'armer les Ukrainiens et ça vaut le coup d'envoyer de l'aide à l'Ukraine et de sanctionner, c'était tout simplement que les Ukrainiens nous ont démontré par l'exemple qu'ils étaient capables de se battre jusqu'au sacrifice. Et là, ils avaient cette profondeur stratégique que n'a pas la Géorgie pour le coup de pouvoir résister. Donc, moi, le premier, j'étais persuadé que l'Ukraine ne tiendrait pas une semaine. La semaine passée, je me suis dit, ils sont fous, ils vont se faire massacrer les uns après les autres. Peut-être, mais ils ont. Ce qui se passe malheureusement. Ce qu'il faut quand même se dire, c'est que on a commencé à vraiment faire un véritable programme d'armement de l'Ukraine que fin mars, et que début août, fin juillet, ils n'avaient reçu qu'un tiers de leur armement. C'est-à-dire que tout ce qu'on leur a promis aujourd'hui, ils en ont finalement reçu même pas un tiers, enfin un peu plus d'un tiers maintenant, puisque ça risque même de s'accélérer. Mais en tout cas, ils ont reçu finalement très très peu d'armement. Donc l'essentiel, par exemple, de la victoire du Nord, où ils ont pu repousser l'attaque sur Kiev, ça s'est fait essentiellement avec ce qu'ils avaient sous la main, c'est-à-dire les achats de drones turcs, les Bayraktar,
et surtout les petites unités mobiles de destruction de tanks, qui ont été d'une efficacité redoutable. Bon, ça n'a pas servi énormément pour empêcher ce qui s'est passé sur les populations civiles, mais au moins ça a démontré à tout le monde la volonté de résistance et la capacité de résistance de l'Ukraine. Parce que la première peur qu'ont eu tous les gouvernements, c'est on peut leur donner des armements, mais si c'est pour que ça tombe entre les mains des Russes, il y avait très peu de gens qui étaient très chauds. Et donc, dès qu'on s'est rendu compte qu'il y avait moyen de leur livrer les armes et qu'ils étaient capables de les utiliser de manière très rapide pour pouvoir repousser les Russes avec très peu de chances pour que ça tombe entre les mains des Russes, alors là, on a effectivement ouvert les vannes. Et je précise bien, les vannes du matériel. On n'a rien ouvert d'autre. Effectivement, il y a des gens qui sont allés en Ukraine. Par exemple, beaucoup parlent des soldats américains qui se battent dans la fameuse Légion étrangère. Alors ça, c'est le truc qui me fait le plus rire. Parce qu'en fait, ces fameux soldats américains, qui sont effectivement, qui ont un bel accent américain, hein, c'est essentiellement des Ukrainiens de deuxième génération. Mais ça, j'aime beaucoup. Ukrainiens qui ont quand même immigré. C'est quand même un pays dans lequel il y a eu énormément d'immigration. Et c'est un pays qui a développé une fibre justement nationaliste qui leur permet de dire que il y a des jeunes qui reviennent se battre, ou alors, par exemple, des soldats allemands qui tous se sont mariés avec des Ukrainiennes et qui viennent se battre, non pas pour leur pays, mais tout simplement pour le pays de leurs femmes. C'est très romanesque. Maintenant, on va revenir sur du concret, puisque ce que vous dites là m'intéresse. Alors d'abord, vous parlez de sanctions. Je suis désolé, un pays qui engrange 167 milliards de dollars, les sanctions, on ne sait pas qui les a prises. On voit bien que les sanctions, c'est les Européens qui les subissent, malheureusement. Donc, genre, en termes de sanctions, c'est zéro. Ça a été contourné. C'est zéro. Comment s'appelle-t-elle Madame Colin Lebedev, qui a fait une très bonne analyse de l'exécution du budget de cette année de la Russie. Vous devriez lire les comptes macroéconomiques et on pourrait parler d'économie, ça serait très amusant. C'est ce qu'elle a lu. Ce serait très amusant. On a fait un résumé très pertinent. Oui, bah peut-être pas. Peut-être Gamal, mais quand on parle des la Russie a engrangé plus d'argent en 6 mois qu'elle en a engrangé l'année dernière, mais ça c'est un fait. Alors on peut le contester, on peut s'amuser, on peut dire que la Russie est en déficit. Non, au contraire, c'est en prenant en compte cet aspect-là, tout simplement l'exécution du budget fait que les sanctions sont effectivement atténuées aujourd'hui pour ce matelas, mais que ce matelas diminue. C'est aussi bête que ça. Ah ouais, c'est tellement cohérent ce qu'on dit. On va laisser poursuivre Gamal. L'argent, ça. De son côté, parce que là... C'est vrai que c'est très difficile pour monsieur de m'écouter parce qu'effectivement, il a envie d'avoir raison, mais c'est pas grave. Ouais, je coupe. Ensuite, moi, je suis. La démocratie. On adore la démocratie. Donc, ça me rappelle le PS, c'est pareil. Bref, on revient à nos moutons. Donc, les sanctions sont un échec, malgré ce que vous dites, même si vous faites des projections fantaisistes, elles sont bidons. J'ai accès aux chiffres, mais c'est pas grave. Maintenant, on va parler de choses concrètes. Moi, on les a, je viens de vous les donner, 167 milliards, ça va, c'est pas mal, hein. Ils sont pas déficitaires, ils sont ultra excédentaires. Ils viennent de faire une alliance avec la Chine, ça va. Le feu d'amour est enjambé par la fameuse traversée des produits chinois, mais c'est pas grave, on va pas revenir là-dessus. Maintenant, on va aller sur un truc sérieux. Vous parlez d'armes qui sont arrivées en Ukraine. Ce qui fait la différence, effectivement, les armes redoutables, c'est les Baytar, c'est les fameuses armes turques du gendre de monsieur Erdogan, qui ont un travail, ils l'ont prouvé en Éthiopie, on voit le résultat en Ukraine. C'est phénoménal ce que font ces fameux drones de combat qui sont très offensifs et c'est les meilleurs drones au monde aujourd'hui. Et c'est une des peurs des Turcs qui ne veulent pas que ça tombe entre les mains des Russes. Ça, on le sait. Ces armes-là ont fait la différence sur le terrain parce que l'Ukraine a perdu le contrôle du ciel dès le premier jour avec la destruction de son aviation. Mais bon, pour revenir au mouton, moi, ce qui me choque chez vous, et ce que vous dites depuis tout à l'heure, vous parliez de la guerre d'Espagne qui est alimentée par tout le monde, pas seulement par les fachos. Il y a aussi les Européens, il y a aussi les Russes qui ont alimenté. Tout le monde y a été. Ça a duré 3 ans, un bain de sang sans limite. Moi, ce qui me dégoûte, c'est que vous ne parliez évidemment pas des accords de Minsk, ça n'intéresse plus personne, manifestement. Ce qui m'écœure, c'est que ce pays, et j'ai à cœur le bien-être des populations, est en train d'être saigné à blanc par une des plus grandes puissances de la Terre sur le plan militaire. C'est pas disputable. La Russie a raté beaucoup de choses, mais pas le militaire. Saigné à blanc par la Russie et personne ne veut amener, sauf peut-être Erdogan, à la table de négociation les Ukrainiens et les Russes pour en sortir. Moi, je suis pas pour l'alimentation de la guerre, je trouve ça infâme. C'est bien beau de faire mourir jusqu'au dernier Ukrainien le combattant, mais c'est dégoûtant. Moi, je pense aux Ukrainiens qui se prennent des balles pour rien, des bombes sur la tronche, qui voient leur territoire atomisé parce que d'autres alimentent la guerre. Je pense qu'on aurait dû assécher cette guerre, pousser les Russes à la négociation comme les Ukrainiens, faire une grande négociation intra-européenne, puisque c'est un problème européen, et sortir de ça. Là, j'entends plus tout à l'heure un discours, va en guerre. Ah, il y a les Ukrainiens qui reviennent, c'est génial. Il y a les Américains et les Ukrainiens
Ukrainiens qui reviennent, il y a les Allemands mais avec les Ukrainiens. Enfin, ça, c'est un roman qui est très mignon. Mais dans les faits, on alimente une guerre alors que les chances de victoire sont nulles. Comment voulez-vous que les Ukrainiens reprennent le Donbass, toutes les régions de l'Est? Comment voulez-vous qu'ils reprennent la Crimée, puisque la Crimée est disputée depuis toujours? Ce n'est pas possible. Et moi, ce que j'aurais aimé entendre de votre part, et c'est pour ça que je suis choqué par ce que vous dites, c'est pas un discours pour faire en sorte qu'on aille vers la paix et calmer les tensions et sortir de cette horreur. Non, c'est un discours, c'est bien, on alimente, ça va marcher, ça ne marchera pas. Ça, c'est un mythe. Toutes les guerres civiles conduisent toujours à la destruction des pays. Le Liban, on s'en souvient. La Libye aujourd'hui, ça fait 10 ans que ça dure. On peut faire durer longtemps les guerres civiles. La guerre d'Espagne s'est arrêtée à partir du moment où les co-belligérants ont arrêté d'alimenter les guerres. Voilà. Et malheureusement, c'était une catastrophe. Je suis antifasciste, je vous préviens d'avance. Donc, je suis pas pro-russe. Je ne suis pas pro-ukrainien. Non, je vous dis, je suis ni pro-russe. Ça sous-entend que je fais des jugements dont j'ai ma conscience. Mais je ne sous-entends pas du tout. Vous m'avez parlé des discours unilatéral. Je dis que vous êtes unilatéral et que vous orgueillissez de dire c'est génial, l'Ukraine se bat. Mais non, c'est pas génial. Il faut arrêter ce bain de sang. Voilà mon propos. Mais c'est pas une décision des Ukrainiens. Hein. Moi, à partir du moment où je vois les artistes ukrainiens en tête, que je vois, parce qu'on peut livrer toutes les armes que vous voulez, s'il y a personne pour les prendre, s'il y a personne pour les utiliser, je connais pas une seule arme qui font ça. Il y aura toujours des mots pour utiliser. Et pour le coup, quand j'entends les blogueurs militaires russes qui expliquent qu'ils se sont battus à 1 contre 8 dans la région de Kharkiv, je me dis la fameuse deuxième armée du monde qui se bat contre 8 soldats là où il y a un soldat russe. C'est l'armée ukrainienne, c'est logique. Mais bon, je me dis de la part des blogueurs russes, c'est quand même assez étonnant de lire ça. Donc ça, c'est des petits trucs comme ça qui me font un peu sourire. Donc maintenant, on m'explique que c'est nous qui avons voulu cette guerre. Qui a dit ça? Que je sache. Qui a dit ça? On n'a pas demandé aux Russes de rentrer. Qui vous explique ça? Je veux savoir. De canarder partout. On n'a pas demandé. Qui vous explique ça? C'est bizarre. Il n'entend pas, je crois. On leur a pas demandé d'essayer effectivement de détruire les avions ukrainiens qui n'ont pas réussi à détruire parce que pour le coup les Ukrainiens avaient prévu l'attaque. Et donc ils avaient dispersé leur flotte. Il manque aujourd'hui d'avions, clairement. Parce que face au nombre d'avions, mais pour le coup, il y a toujours des avions et je crois que aujourd'hui, si ma mémoire est exacte, il y a eu 5 attaques de l'aviation ukrainienne sur le front de Kherson. Juste sur le front de Kherson, pour le reste, j'ai pas suivi. Voilà. D'où vient l'information? Excusez-moi, Gamal, on va arrêter cette bataille de chiffres. Très bien. Maintenant, la grande question. On a passé. C'est juste pour dire ce truc-là. Les Ukrainiens, pourquoi il y a la guerre? Parce que les Ukrainiens veulent se battre. Et aussi les Russes. Aujourd'hui, les deux veulent se battre. Entendu. On va basculer. Très bien. On va basculer sur le deuxième volet. Alors, on va laisser Gamal répondre rapidement. On va passer sur le deuxième volet, qui est la sobriété énergétique. Pour nous, les Français. On va y arriver. Pour nous, les Français, qu'est-ce qui nous attend pour les mois à venir, en sachant que les prix ont explosé et que c'est vraiment le pouvoir d'achat qui nous intéresse. Là, vous avez fait un espèce de ping-pong qui était très intéressant. Ma foi, je vous ai laissé parce que c'était très instructif et on est là justement pour donner des éléments. On va laisser Gamal répondre, mais quelles seront les conséquences pour nous, les Français, et notre pouvoir d'achat pour les familles et pour l'ensemble des Français? Alors, on va déjà, je vais répondre. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu, c'est très insidieux. J'ai jamais dit qu'on a poussé les Russes à la guerre. Oui, j'ai jamais dit qu'on a poussé les Russes à la guerre. J'ai dit que si on avait appliqué les accords de Minsk, il n'y aurait pas eu de guerre. Parce qu'on aurait fédéré l'Ukraine et que les Russes n'auraient pas eu de prétexte pour attaquer. Alors maintenant, une fois que c'est dit, malheureusement, et je le répète, moi, ce qui me dégoûte dans cette histoire, ce qui m'écoeure, je suis pas pro-russe, donc ça me permet de dire ce que je veux, c'est que je n'accepte pas qu'on sacrifie des populations civiles pour une guerre inutile. C'est une guerre inutile. L'objectif ne sert à rien. Il y a un contrôle de l'Est de l'Ukraine qui est foutu. Maintenant, c'est réglé puisque la majorité est russophone, donc russe de mon point de vue et pas russe de son point de vue, mais c'est pas grave. Ils sont pro-russes. Qu'ils soient russes ou pas, à la limite, ils sont pro-russes. Et le sud de l'Ukraine qui est contrôlé par Russie. Après, l'histoire des avions qui volent, on n'en a pas vu un seul, mais c'est pas grave, je sais pas d'où viennent les sources. Très bien, Gamal. Passons. Il y a des vidéos sur tout le Internet. Alors là, s'il faut en voir, il y en a plein. Oui, c'est bien. Maintenant, on va parler d'un truc. Alors, même ça si fait rire. Abattu, d'ailleurs, au passage. Ce qui est quand même gênant au bout de 6 mois de guerre.
Vous êtes socialiste ou quoi? Parce que j'ai l'impression que vous avez du mal à laisser parler les gens. Mais bon, moi, je suis pas socialiste. Faut me laisser parler, s'il vous plaît. Donc, simplement, Non, mais pour dire passons quoi? à la sobriété. Ah, Passons à la sobriété. Messieurs, passons c'est à la sobriété, compliqué. merci. Très rapidement. L'armée américaine s'est vautrée en Afghanistan devant des va-nu-pieds, s'est vautrée en Irak. Donc, ça veut rien dire, ces grandes armées. Hein. Pour moi, c'est une blague. Quand il y a une guerre civile et qu'il y a une guerre de guérilla, il n'y a pas une grande armée qui réussit à écraser une guérilla. On l'a vu avec les Russes par rapport les nazis par rapport aux Russes. Quand les partisans sont intervenus, ils ont coulé. Au Vietnam, ça n'existe pas. Très bon exemple. Je viens de le dire à l'instant. Et donc, je l'ai dit une fois. Ouais, je dis Afghanistan et Irak. Ça va de pair. Hein. La guerre du Liban était un massacre pour le Liban, évidemment. Donc, aujourd'hui, il faut se poser la question de savoir est-ce que c'est intéressant d'alimenter une guerre plutôt que d'aller sur le théâtre de la paix? Parce qu'on va devoir négocier avec les Russes. On va devoir ramener du calme et on va devoir arrêter ce bain de sang inutile. Sobriété, voilà. sobriété, Maintenant, messieurs. Alors, sobriété. Évidemment, alors, le monde est énergie. Il faut comprendre la logique du monde quand on s'intéresse un peu à l'économie. Le monde est énergie, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'énergie, le monde ne fonctionne plus. L'Occident, l'Orient, tous les pays du monde aujourd'hui sont dans le même standard énergétique. L'énergie c'est la pulsation, c'est le sang de l'économie, c'est la sève de l'économie. S'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'économie aujourd'hui. Là-dessus, on est tous d'accord, je pense. Voilà. Et donc, il y a deux choses. Il y a d'abord la production énergétique à destination de la production de richesse des entreprises et en même temps les besoins de cette fameuse pyramide de Maslow qui sont les besoins primaires, se nourrir, se loger, se vêtir, et se vêtir, ça veut dire se chauffer. Et l'Occident est dans la sphère nord du monde. Donc, qu'il n'y ait pas de chauffage en Orient, qu'il n'y ait pas de chauffage en Afrique, ça n'a aucune importance. Qu'il n'y ait pas de chauffage en Occident, qui à l'époque se chauffait d'abord au charbon de bois, puis après au charbon de minerai de charbon, là, c'est plus compliqué. Et on nous annonce aujourd'hui, mais il y en a qui font la tête comme ça, on nous annonce une sobriété énergétique. Alors, ce terme est très connoté. Les gens qui sont sobres sortent d'une drogue ou sortent d'un problème d'alcoolisme. Et là, il y a un problème. C'est dégoûtant de dire aux populations, on doit passer à la sobriété énergétique. Il y a un problème quelque part. Alors, soit on nous l'avait servi avant parce qu'il n'y avait pas de guerre pour faire des économies, ce qui était peut-être nécessaire parce qu'il y a de moins en moins d'énergie, soit simplement on n'attend pas qu'il y ait une guerre pour lui dire, on passe du tout nucléaire au tout gaz. Maintenant, on revient au charbon et on revient aux énergies fossiles. Il y a un problème. Donc, les contradictions sont multiples. Et ce qui va être difficile pour les populations civiles, encore une fois, moi j'ai à cœur les populations, je me fiche de ce que disent les politiques, qui ne m'intéressent pas, les politiques sont bien planqués dans leur tour d'ivoire. En revanche, ceux qui vont souffrir, c'est les plus pauvres. Parce qu'on prend l'exemple de l'Angleterre, la facture énergétique anglaise a augmenté de 80%. Pour faire simple, quand vous payez 10 euros, vous êtes passé à 18 euros. Donc c'est une horreur. Les Anglais manifestent. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ce peuple discipliné manifester. Parce que ça se passe mal. On a à la tête de l'État anglais une radicale qui se réclame du thatchérisme. Voilà ce qu'on a. La réponse politique, c'est de mettre quelqu'un de radical pour écraser les revendications sociales. En France, on peut pas dire que Macron soit un ultra-gauchiste, c'est un libéral. Et à tendance ultra-libérale. Tous ces gens-là n'ont pas à cœur le bien-être des populations, ils ont à cœur le bien-être de leur modèle de société, qui est l'ultralibéralisme, l'économie libre, le marché libre et tout le reste. Et donc aujourd'hui, on va se retrouver avec une guerre qui nous enferme dans des pressions économiques sur les questions énergétiques, à des coûts qui vont augmenter de façon magistrale, et j'en ai parlé tout à l'heure, l'indexation de la production d'énergie électrique en France sur le gaz et le pétrole, le fait qu'il y ait une énergie finie, on n'a pas assez d'énergie, on peut pas compenser la perte que représente Nord Stream 1 et 2 et ce que propose la Russie, 50% du charbon, par exemple, allemand vient de Russie, alors que l'Allemagne était un grand producteur de charbon. Aujourd'hui, on ne peut pas compenser ça. Donc, comment faire pour compenser? On baisse la consommation, on baisse la production, on baisse l'importation, on baisse tout. Et la conséquence directe, c'est qu'on a annoncé déjà pour l'Italie que 90 000 entreprises source suisse, donc ça va, risquent de déposer le bilan. Voilà la question. Et aujourd'hui, les plus pauvres d'entre nous, ceux qui ont des moyens faibles, qui étaient en difficulté avec l'histoire du Covid, avec l'histoire des gilets jaunes, tout ça, eh bien, on va accroître cette pression sociale, cette pression économique sur les plus pauvres, et ça risque de donner lieu à des manifestations peut-être sans doute plus violentes que ce qu'on a connu. Et ça inquiète. C'est pour ça que j'ai dit, juste pour finir, que quand on parle de sobriété énergétique, on utilise toujours des termes comme ça, bien connotés. Quand on parle de sobriété énergétique, c'est une façon de se moquer des gens. C'est vrai que c'est difficile de m'entendre parce qu'il y a des gens qui ont du mal à entendre. C'est compliqué pour eux. C'est une punition. Bon, on va laisser répondre Olivier, qui a écouté religieusement. Bon, pour le coup, l'idée de base qui se passe, c'est que effectivement, on est aujourd'hui, alors même si ça peut choquer, on est complètement sur une économie qui est dépendante de tout ce qui est énergie carbonée. Voilà. Point. On est complètement pris là-dedans. On a fait un choix en France, alors juste sur la France, d'essayer de maintenir un parc nucléaire conséquent et qui est clairement insuffisant et qui de toute manière ne peut pas répondre à tous les besoins. Il y a un chiffre qui est sorti aujourd'hui qui était que si on voulait passer sur les énergies renouvelables, aujourd'hui, donc c'est l'Observatoire des intercommunalités qui disait que on manque entre 6 et 7 milliards par an
d'investissement pour développer des énergies donc dites renouvelables. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'aujourd'hui, on avait, en tout cas jusqu'au début de cette année, un fournisseur très sympathique. J'ose pas dire un dealer parce que sinon on va dire que j'essaie de culpabiliser les gens, qui nous donnait du gaz pour pas très cher. Et l'Allemagne en tête s'est précipité sur le truc en disant c'est notre meilleur ami et d'ailleurs il nous aime tellement qu'il va nous faire une dose supplémentaire par le Nord Stream 2. Bon. Il se trouve que, comme disait quelqu'un de très ancien, je me méfie des Grecs et de leurs cadeaux. Finalement, notre distributeur de gaz très gentil s'est rendu compte que brutalement, il a plutôt envie de nous expliquer que soit on plie, soit on casse. Et là, il a décidé de fermer le robinet. Alors, je suis même pas certain d'ailleurs pour le coup, parce que il y a plusieurs histoires. Alors, j'ai pas d'éléments factuels là-dessus. Mais je commence à avoir des doutes sur la capacité de production de gaz de la Russie et d'acheminement en particulier. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment sous-investi sur les infrastructures et ça pose énormément de problèmes. Avec des accidents qui ne s'expliquent pas sur des explosions qui ne peuvent pas s'expliquer par même des actions de sabotage ou alors ça veut dire que les Ukrainiens vont rentrer très très loin dans le territoire. Donc on est sur, je pense, de toute façon un fournisseur qui va avoir du mal. Maintenant, concrètement, ça veut dire quoi pour les gens? Aujourd'hui, en France, contrairement à la Grande-Bretagne qui a décidé effectivement de dire vous allez payer plein pot le changement de tarif. En France, on aurait dû avoir une augmentation de 80%, on a eu une augmentation de 8%. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'État a décidé de payer la différence. Alors qu'on soit clair, l'État, l'argent, il le crée pas. Ça veut dire qu'il a pris sur ses capacités d'investissement et sur l'endettement pour payer la différence. Tout à fait. On va pas finir l'année prochaine, c'est clair, on va s'en prendre une qui va être beaucoup plus intense et avec des mesures catégorielles justement pour essayer de protéger les plus fragiles ou en tout cas ceux qui vont avoir le plus de mal à changer. Mais de toute manière, et c'est là aussi où ça devient intéressant, c'est que de toute manière, il faut qu'on change. Et c'est là où je reviens sur ces 6 à 7 milliards. On en a fait l'économie jusqu'à présent, mais je pense que maintenant, il va falloir qu'on investisse beaucoup plus pour changer d'énergie. Je suis pas un grand fan du nucléaire. Ça va paraître bizarre, mais je suis vraiment pas un grand fan. J'ai pas très loin de chez moi une centrale nucléaire, donc je peux vous assurer que c'est pas le voisinage le plus sympathique du monde. Mais aujourd'hui, si je cherche une solution rapide entre guillemets, parce que développer une centrale, ça se fait pas en 30 secondes. En tout cas, la moins mauvaise solution immédiate, ça va être le nucléaire. À terme, il va falloir qu'on change, qu'on sorte pour le coup du gaz et du pétrole. Une remarque? Ouais. Juste une remarque. Alors très rapidement, bon, ce qui est dit est juste, là, je vais pas le contester. Là, la conclusion, je la conteste parce que malheureusement, là, ce qui est juste, il n'y a pas de problème pour l'essentiel. Ce que je conteste, c'est l'idée qu'on sorte effectivement des énergies fossiles. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Christophe de Marcherie dans un dîner un soir et il nous a sorti un truc qui était très intéressant. C'est un homme qui avait passé dans la poche, comme vous pensez. Il a dit, en rigolant, il dit, on parle d'énergie alternative, on parle de ces fameuses énergies propres et tout. Il a dit, on en a encore pour 100 ans d'énergie fossile. On n'en sortira pas comme ça parce qu'effectivement, toutes les alternatives autres sont difficiles à développer et qu'on a des problèmes avec le lithium, on a des problèmes avec plein de choses comme celle-là qui sont pas réglées. Donc, il a dit dans un pourcentage. Lui, il riait quand il entendait ça. C'était monsieur Total, hein, en France. Donc, simplement pour dire que, bon, le parapluie qui a été mis en place par Macron est un parapluie d'aujourd'hui. On se souvient quand même qu'il y a beaucoup de changements et que ça évolue beaucoup dans le temps, leur décision, tout comme ces fameuses sanctions contre les Russes qui devaient faire plier la Russie. On voit aujourd'hui que ça n'a pas fonctionné. Et la question qui se pose, c'est de savoir comment faire pour que les plus pauvres ne soient pas impactés. Bien, je ne parle pas de l'augmentation seulement du gaz et du pétrole. Parce que ce qu'il faut comprendre dans les mécanismes économiques, et je crois que M. Olivier va le comprendre, il le sait très bien, c'est que ce qui va faire mal au portefeuille, au poignet de la ménagère, c'est pas de payer plus de gaz ou de pétrole parce qu'ils peuvent baisser la température de 2 degrés. Ça, ils pourraient le faire, ils se mettent une petite laine. Ce qui va leur faire du mal, c'est que les entreprises qui fabriquent des produits, c'est en base de pétrole pour l'essentiel, doivent transporter ces produits et que tout ce qui augmente en termes de coûts de transport par l'essence, tout ce qui augmente en termes de coûts de produits parapétroliers, plastiques et autres, tout ça, ça se répercute immédiatement
sur le panier de la ménagère. Donc, l'augmentation des coûts, cette fameuse inflation qui est pour l'instant plus ou moins de 8 à 10%, va être une augmentation galopante qui rappellera malheureusement les années 80. Et aujourd'hui, les plus pauvres, qui auront peut-être échappé au surcoût énergétique, n'échapperont pas au surcoût de l'inflation qui, elle, ne va faire que progresser. Et l'inflation, je tiens à le rappeler quand même, avait commencé avant la guerre d'Ukraine. Donc, aujourd'hui, on est dans une configuration qui est extrêmement inquiétante pour les populations en général et les plus fragiles en particulier, et qui, à mon sens, risque de ne pas être couverte par ce parapluie financier de l'État. L'État, c'est nous, hein, on va payer de toute façon quoi qu'il arrive, mais qui a fait à l'époque, hein, j'ai une entreprise, donc j'en ai un peu bénéficié, le fameux quoi qu'il en coûte. Ce quoi qu'il en coûte, il a une limite. On est à plus de 100% de dette publique, donc ça va être compliqué. C'est pour ça que moi, mon inquiétude, elle porte sur quoi? Bon, alors les capacités de production de gaz russe, je pense qu'elles sont au rendez-vous. La problématique, c'est une question de sabotage à côté. Peut-être que les Ukrainiens sont bien implantés. Et là-dessus, je pense qu'ils ne sont pas aussi bêtes qu'on peut l'imaginer. Il y a certainement des agents là-bas, mais c'est pas le problème. Il y a aussi un problème de turbine qui n'a pas été livrée. Il y a des sanctions en demi-teinte. Il faut se rappeler quand même que on devait arrêter d'importer le gaz. C'est l'Europe qui a demandé ça, c'est pas personne d'autre. Au mois d'août, bah, bizarrement, c'est les Russes qui coupent les vannes. Donc c'est vrai que c'est pas très clair tout ça. Les positions ne sont pas claires et c'est normal parce qu'on prend une décision, mais ça a un impact général. Et le problème, c'est là où on va avoir peur, c'est qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. J'ai été très étonné par le GIEC qui a annoncé qu'on aurait des températures estivales très élevées. Alors je me demande si le pendant c'est pas un hiver très rigoureux. Je me le demande parce que le dérèglement climatique c'est pas nécessairement un réchauffement. Comment? Et juste pour voilà, et voilà, parce qu'on est d'accord là-dessus. Et juste pour finir, là, je vous rejoins clairement. Hein. Moi, je suis pas un fan du nucléaire, mais il se trouve qu'en matière d'émissions de gaz à effet de serre, c'est la meilleure alternative. Je sais que les Verts n'aiment pas entendre ça. J'ai beaucoup d'amis chez les Verts, dont une qui est députée maintenant. Ils n'aiment pas entendre cette vérité. On a du mal avec le nucléaire, mais malheureusement, c'est celui qui produit le moins qui produit aucun gaz à effet de serre. Voilà, c'est ça qui est dur. Alors, il faut comprendre que quasiment rien, un peu de choses. On sait pourquoi c'est résiduel. C'est résiduel. C'est pour ça que je dis par rapport à ça, le risque existe, hein, mais le gaz à effet de serre est marginal, comme le gaz demeurant. C'est ceux qui sont le moins polluants. Alors, il se trouve que l'homme, de toute façon, par nature, il pollue. Forcément, tout le monde pollue. Hein, je veux dire, la vie pollue. Mais l'alternative à la pollution, et ça a été aussi évoqué par le GIEC, c'est simplement de replanter les arbres, par exemple. C'est tout bête. Hein. On absorbe le CO2 par milliard. Il parle de 15 milliards. On parle pas de 3 arbres. C'est de limiter effectivement les pollutions des nappes phréatiques. Toutes ces choses-là sont les choses concrètes. Malheureusement, on n'en est pas là. Donc là, pour le coup, on va pas s'embrouiller parce qu'on est d'accord sur ce sujet-là. Effectivement, malheureusement. Ouais, mais là, j'ai quand même un point de désaccord, comme ça permet pas aux spectateurs d'écouter de trucs. C'est que, alors, pour la position de Marjorie, elle s'explique de manière, de Monsieur Marjorie, excusez-moi. Feu, Monsieur Marjorie. Et c'est que elle s'explique de manière très simple. Encore une fois, et je reviens là-dessus, hein, c'est ce fameux manque d'investissement sur les énergies renouvelables. En étant clair là-dessus, c'est que de toute manière, rien que adapter notre réseau électrique et la distribution de notre réseau électrique, c'est déjà un plan à 10 ans. Pour pouvoir adapter à la nouvelle donne de production d'énergie qui sont quand même globalement intermittentes, il va falloir 10 ans pour adapter, ne serait-ce que, et je parle là que du réseau électrique. Hein. Ça montre quand même la limitation des choses. On peut ensuite envisager d'autres alternatives de sortie du carbone avec l'hydrogène, les fameuses capacités d'avoir des usines de production d'hydrogène qui sont justement basées sur des énergies intermittentes, mais l'hydrogène peut permettre à ce moment-là de stocker l'énergie, puisque le gros problème de l'électricité, je vous le rappelle, c'est qu'on le stocke mal, et l'hydrogène est peut-être un moyen de le faire. Alors, je fais une petite déclaration d'intérêt. Je tiens quand même à signaler aux auditeurs, je suis actionnaire d'Air Liquide. Voilà, pas grand-chose. Ça me permet d'avoir des informations. Donc, je tiens quand même à faire cette déclaration d'intérêt. On ne sait jamais si quelqu'un venait à le savoir. Merci pour votre sincérité. Ah, ça, c'est le principe. L'idée, c'est quand même j'ai des positions, mais j'essaie quand même d'être assez transparent sur ce que je suis, d'où je viens et d'où je parle. Je tiens à signaler d'ailleurs, parce que ça aussi, j'ai oublié de dire, je ne suis pas socialiste. J'ai bien compris. Contre eux, mais je ne le suis pas. J'ironise. Parce que les socialistes, ils ont du mal à séparer. Beaucoup plus sérieusement, et pour revenir aussi sur là où je suis pas d'accord. Oui, effectivement, si on garde nos moyens de production tels qu'en l'état, oui, effectivement, on va prendre super cher. Mais par exemple, lorsque je vois, et là pour le coup c'était une députée européenne socialiste qui me signalait, écologiste,
lapsus révélateur, qui me disait, de toute façon, moi, aujourd'hui, avec les études qu'on a menées, on sait que rien que sur la France, on peut changer 64% de la production industrielle qui utilise du gaz peut être changée. Et effectivement, et là, on va retrouver un peu la prédiction de Monsieur Marjorie. On va pas sortir comme ça en claquant des doigts des énergies carbonées. Mais par contre, on peut déjà diminuer de manière vraiment notable notre dépendance à ces énergies-là. Et autant on va être, autant on va être effectivement piégé par cette inertie, par ce fait que on est en sous-investissement et que de toute façon, changer une habitude, c'est très compliqué. Donc ça là-dessus, ça veut dire aussi très fort. Et je termine juste là-dessus. C'est l'autre point qu'il va aussi falloir. Ça veut dire des investissements aussi pour les entreprises. Et quand elles investissent, par exemple, sur un four, je crois avoir compris que pour les fours de verre, c'est entre 30 et 40 ans d'investissement. Donc, pour Duralex, changer brutalement de mode de production, c'est gênant. Voilà. Ah c'est clair, c'est pas amorti en plus. Juste pour finir mon propos par rapport à ça, il faut jamais perdre de vue une chose, parce que c'est une chose qui est essentielle. Bon, vous êtes, je pense, on ne doit pas avoir, on va pas être bien loin au niveau de l'âge, donc je pense que vous avez connu les années 70. Malheureusement, si on se bornait à dire que l'énergie, c'était juste la production, évidemment, il y a des petits jeunes. L'énergie, c'était juste la production de richesse, la production plutôt de produits énergétiques, de consommation énergétique, tout ce qui est lumière, tout ce qui est énergie électrique, tout ce qui est chauffage. Ce serait bien. Le problème du pétrole, c'est que c'est beaucoup plus que ça. C'est en cela que c'est difficile de le remplacer. C'est tous les produits parapétroliers, merci. 70, on a vu débarquer le plastique. Moi, j'ai connu, alors juste pour la petite histoire, c'est une anecdote, j'ai connu les pots de yaourt en carton de cire. C'est ça qu'on utilisait, du carton en cire. Et après, on est passé, c'était très charmant d'ailleurs. Après, on est passé au plastique. Et c'était devenu le dieu plastique. On se dit, on est passé d'un rang à l'autre parce que moins cher. Et le plastique, malheureusement, tout est à base de plastique. Je vous parle avec un téléphone fait avec du plastique. Tout est fait à base de plastique. Les écrans, le plasma, ce que vous voulez. Les voitures. La plasturgie est un élément considérable de pollution. On le sait, avec les sacs en plastique maintenant. Et surtout, c'est un des moteurs de l'utilisation des produits parapétroliers dont on ne se passe pas. C'est-à-dire que même si on fait en sorte de ne pas utiliser tout ce qui concerne l'essence, ce qui concerne le chauffage, d'accord, de toute façon, on n'échappera pas au plastique parce que l'alternative au plastique, c'est quoi? C'est des produits qui ont une durée de vie courte et qui sont très chers. Donc malheureusement, c'est ça la question qui se pose. C'est-à-dire que même si on voulait faire un effort, cette question se posera de façon durable. On arrive quand même à sortir du plastique. Hein. Le plastique, c'est fantastique. Oui, très belle chanson. Qui est aussi super doux, donc. Mais l'idée, c'est que on peut déjà commencer, ne serait-ce qu'à réduire la présence du plastique. Juste pour mémoire, chaque semaine, vous tous, moi y compris, hein, parce que je suis malheureusement pas meilleur que les autres et j'ai peu de temps pour faire des courses intelligentes, nous mangeons 5 grammes de plastique par semaine. 5 grammes, pour vous donner une idée, c'est une carte bancaire. Absolument. Donc, les emballages, j'ai aussi connu, alors moi en plus on allait les prendre à la coopérative puisque c'est le truc sympathique d'avoir des cousins agriculteurs. On allait prendre ces fameux pots, Maminova les a maintenus très longtemps. Donc on sait qu'on peut le faire, on sait que c'est faisable, c'est que ça pose des problèmes parce que en l'occurrence pourquoi est-ce qu'on est passé, c'est pas, il y a une problématique de coût. Tout simplement, le plastique est pas cher parce que c'est finalement compris comme étant un sous-produit de ce qui était essentiel, c'est-à-dire le carburant. Donc à partir de ce moment-là, le plastique était vendu à des prix qui étaient complètement délirants, parce qu'on prenait pas en compte les impacts que ça pouvait avoir. Maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est que de toute manière, le prix du plastique va augmenter. Donc il va falloir qu'on réfléchisse autrement, quoi qu'il arrive. Même si effectivement, aujourd'hui, on n'a pas de bonne solution pour tout. Mais il y a un moment aussi, il faut se dire, on est capable d'évoluer, on est capable d'avancer, on est capable de faire preuve d'ingéniosité. Les pailles plastiques, je tiens juste à vous rappeler, il y a 3 ans, on aurait dit les pailles plastiques, on s'en passe. Tout le monde disait stop. Tout à fait. Arrêtez. Absolument. Il y en a encore, oui, peut-être, mais non, vous en avez plus. C'est clair. Très peu. Après la question, par contre, et il n'y a pas de solution magique où on va claquer des doigts et tout va être merveilleux. Ça sera long, ça sera difficile, mais si on se donne la volonté, et surtout, encore une fois, je reviens là-dessus, si on y met les moyens, et ça, les moyens, quand on parle des classes populaires, c'est pas à elles de payer ça. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on réfléchisse, parce que on parlait des gilets jaunes de manière très rapide lorsque je suis arrivé.
qui finalement ont été un véritable moment de colère populaire. Mais ce moment de colère populaire, il est venu pourquoi? Il est venu parce qu'on a décidé de manière unilatérale qu'il fallait limiter la vitesse à 80 km/h. Là, donc là, déjà, on a fait monter la température dans la bouilloire. Et ce qui a permis à la bouilloire de déborder, c'est de leur dire, et en plus, non content de rouler moins vite, en plus, on va vous taxer plus. C'est clair. Et les personnes qui ont pris le plus cher là-dessus, c'est pas les classes les plus populaires, parce qu'en général, elles sont dans des parkings, dans des zones près des transports en commun. Hein. Si je prends une analyse marxiste, absolument. Je suis modem, je tiens à signaler, mais j'aime bien les analyses marxistes. Et, sur la capacité à mobiliser de la force de travail et pour la densité du capital, enfin bref, tous ces trucs-là, c'est en fait des classes moyennes pauvres. Parce qu'il y en a plein. C'est des gens qui ont voulu être propriétaires et qui, pour être propriétaires, ont été obligés de s'installer à 30, 40, voire 80 km du milieu de travail. Voilà. Et c'est elles qui ont été pénalisées. Et dès qu'on a pris la mesure, et là je bats ma coupe, puisque je suis un soutien de la majorité, donc j'ai participé à cet échec absolu qui a été de leur dire, bah, vous avez payé cher parce que qu'est-ce que vous nous coûtez en carbone? Clair. On va être très clair, et je bats ma coupe, on a merdé. Vous n'êtes pas gilet jaune alors? Non. Je les respecte. Alors il y a des choses que je ne supporte pas. Parce que, comme l'a dit une amie, je suis 100% démocrate. J'ai horreur par principe de la violence et de l'insulte. Ce sont deux choses que je trouve qui n'ont pas leur place dans le débat public. Donc ces parties-là, sur lesquelles on a voulu quand même réduire les gilets jaunes, cette partie-là des gilets jaunes, c'est clair, je ne peux pas la supporter. Comme moi, par contre, je crois vraiment que la colère, aussi déplaisante puisse-t-elle s'exprimer, est un moment démocratique qui doit interpeller. Et là, on n'a eu pas un moment de colère, on a eu des mois de colère. Et ces mois-là, je trouve qu'aujourd'hui encore, et là c'est peut-être on va dire mon tropisme ultra-catholique qui me pousse à me flageller publiquement, mais je pense qu'on n'en a pas encore pris la mesure. Tout à fait. Bah moi, j'allais dire par rapport à ce mouvement-là, qui effectivement, c'est une classe moyenne qui s'est un peu déclassée en vérité, puisqu'ils sont endettés. Ça explique pourquoi est-ce qu'ils achetaient loin. Cette classe moyenne qui subissait effectivement l'obligation de transport par la voiture et non pas par les transports en commun, et qui est surtout, et il ne faut pas le perdre, je sais pas où vous habitez. Moi, je suis parisien malheureusement, donc je sais ce qui se passe. On a tout. Comment? C'est arrivé à des gens. Oui, bah, ça arrive même au pire. Mais il est certain que je vois Paris comme un Parisien et je me rends compte qu'en tant que Parisien, on a tout et que la province n'a rien. Ça, c'est une réalité aussi géographique parce que l'ultra-centralisation a fait qu'effectivement, il y a quelques villes qui ont eu quelques petits accès, mais globalement, tout est à Paris. Oui, voilà. Et ce qui se passe, c'est que c'est problématique parce que l'Allemagne, c'est des Länder, ça se passe mieux quand même chez eux. Il y a moins de pouvoir central parce que le principe c'est un État presque fédéré. Et ce que je veux dire, c'est que c'est d'autres problématiques. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que là, vraiment, ce qu'on a vu en France, c'est un mouvement populaire qui est vraiment populaire. Alors, il y a eu des mouvements d'extrême droite qui sont faits là-dessus. Il y a des Philippot et autres. Et ceux-là sont largement condamnables. Mais je pense que la problématique qui se pose, à mon sens, vous êtes modem, donc vous connaissez forcément le mouvement de Macron, puisque vous êtes allié. La problématique qui se pose au départ, c'est que Macron a des problèmes d'audition. Je crois qu'il ne comprend pas les colères populaires et qu'il transforme ça en grand show télévisé avec ces fameuses consultations qui n'a pas donné grand-chose. Mais en vérité, c'est un vrai problème. La problématique qui se pose, c'est cette idée de se dire qu'il y a une vie à deux vitesses. Il y a Paris, il y a le reste. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont frappé très durement dans les capitales et sur les Champs-Élysées, parce que précisément il y a une détestation, presque une envie, on a l'impression qu'ils prenaient Versailles. On se retrouve un peu là-dedans. Et là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement les colères populaires doivent être entendues pour deux raisons. Ça permet de faire avancer la société. On l'a vu en 68. Chaque fois qu'il y a un mouvement populaire comme ça qui émerge, il y a les réformes qui interviennent derrière quand ça c'est le cas. Et là, ce qui m'inquiète avec M. Macron, c'est que ce mouvement a duré des mois. C'est pas une petite colère, des mois et des violences en plus, et que manifestement ça n'a pas été bien entendu. Donc ça peut. C'est pour ça que je dis que la capitalisation de ce mouvement peut se transformer en autre chose. Mais il est certain que la perception qu'on en a aujourd'hui des gilets jaunes, c'est des gens qui ont peur parce qu'ils n'osent même plus porter un gilet et qui en même temps ont été soutenus massivement par l'opinion publique française sans pour autant les rejoindre dans la rue. Donc c'est vrai qu'il faut se poser la question de savoir où ira ce pays avec des mouvements comme ceux-là qui ont fait un jus un peu partout. Ça n'a pas été grand, mais dans tous les cas de figure, il y a eu un signal fort. On a l'impression de voir une sorte de révolte des peuples qui sont tous d'accord pour dire qu'il y a un problème général dans les démocraties. Alors, juste au passage sur Rouen, comme ça commence un peu plus à localiser le débat. J'étais à Rouen, moi. Les Gilets jaunes continuent à faire des barrages. Hein.
Tout à fait. et distribué pour la majorité présidentielle sur le marché de Sotteville-lès-Rouen, j'ai eu des moments de solitude. J'imagine. J'imagine très bien. Donc, Bah, j'ai rencontré un gars ce soir, je veux dire, juste comme ça pour la petite histoire, qui lui a eu des moments de grande solitude qui ont failli se transformer en drame. C'est un copain à moi qui est handicapé, qui s'est présenté pour dans le 20e, si je ne me trompe pas, enfin 20e circonscription, pour En Marche. Donc c'est un type d'origine maghrébine, petit, avec un handicap assez lourd, mais très gentil comme gars. Il a été agressé à Stalingrad avec un couteau, parce qu'on a su qu'il était macroniste. Donc là, c'est un très grand moment de solitude. Bon, ça c'est. Là, j'entends, c'est même angoissant. Non, moi ça va. C'est l'avantage, c'est que avec mon volume physique, j'ai de quoi répondre à ce genre de choses, on va dire. Bref, beaucoup plus sérieusement pour revenir là-dessus. Donc, l'idée, c'était la sobriété. La sobriété, et je voudrais ramener justement à ça. Alors, l'absurdité supposée du président, non. Éventuellement, je veux bien entendre que les réponses qu'il fait ne sont pas les bonnes, que la vision dans laquelle il veut entraîner la société, parce qu'il a une vision là-dessus, et on peut la contester, et heureusement qu'on la conteste, je serais même tenté de dire. Je vois de l'autre côté du Niémen ce que ça peut donner quand on ne conteste pas la vision de la société. C'est assez désastreux. Bref. Mais pour revenir justement sur les gilets jaunes, la colère populaire qui est latente encore maintenant, comme je vous dis sur Rouen, vous avez encore des barrages, et je dis bien des barrages filtrants avec tout ce qu'il faut derrière pour dire toute la colère qui est toujours latente et qui s'exprime d'autant plus violemment quand justement on défend la majorité. Donc elle est toujours là. Et si on arrive avec cette notion de sobriété en se disant voilà, faut qu'on sorte du plastique, faut qu'on sorte des énergies carbonées, et il va falloir qu'on trouve l'argent pour le faire. Si cet argent-là, on le trouve au niveau des classes populaires, sachant que quand justement on apaise les choses, on tombe quand même sur des gens qui, de manière très simple et sans misérabilisme aucun, nous expliquent moi, ma vie, j'arrive à la gérer, il n'y a pas de problème. Faut juste pas que le frigo tombe en panne, parce que là, je sais pas comment le remplacer. Tout à fait. Donc, venir expliquer que on va faire de la sobriété à des gens qui sont déjà, on va dire, dans la sobriété, oui, tout à fait. Là où à mon avis, et je reviens là-dessus, là où les volants de sobriété sont disponibles, ils sont où? Ils sont dans l'ordre de la production. C'est comment est-ce qu'on peut produire autant avec moins. Et surtout, avec moins d'énergie, avec de l'énergie moins chère. Et si on doit se poser la question de la sobriété, je pense que c'est vraiment assez sur cet axe-là qu'on doit le faire. Je vais vendre ma cam. Grosso modo, c'est tout ce qu'on est en train de travailler autour des mini-centrales, tout ce qu'on est en train de travailler des mini-centrales nucléaires, tout ce qu'on est en train de travailler sur les parcs éoliens offshore, tous ces sujets-là, ça participe. Je ne dis pas que la solution est la bonne. Je dis c'est ce qu'on essaye de faire. Après, on peut venir nous expliquer que notre vision n'est pas la bonne, l'amener devant les Français et en mettre une autre en place. Aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est que tous ceux qui ont essayé justement de surfer sur la colère, en étant sur la colère pure, sur toutes les élections, ils ont fait au mieux. Je crois que c'est Madame Venère qui a fait le meilleur score, 5,85. Oui, ils auraient fait. 5%. Voilà. Donc, ça dit quand même que la colère en soi n'est pas un objet politique. C'est ce qui a provoqué la colère qui est l'objet politique et qui doit être la source de nos interrogations et du travail sur lequel on est amené à faire. Voilà. Je pense que c'est là, nous, qu'il faut travailler. Après, la réponse que nous apportons aujourd'hui, qui est peut-être pas la bonne, je le dis vraiment en toute humilité, j'ai rien à gagner finalement à me montrer là-dessus arrogant, elle vise à ça. Et elle vise pas justement à expliquer aux classes populaires, non, ce que vous consommez là, c'est pas bien, on va faire autrement avec vous. Parce que là, typiquement, c'est bon, on repart pour des gilets jaunes plein pot. Et je pense que à tous les niveaux, en tout cas de ce que je peux encore en entendre moi au sein de mon mouvement ou au sein de la majorité, tout le monde a conscience de ça. Messieurs, on arrive à la fin. Juste pour conclure par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est intéressant. Alors, bon, déjà, j'ai dit, on a l'impression que Macron n'entend pas. Je pense que Macron n'est pas un imbécile. Là, on est d'accord. Je vais même aller encore dans un sens beaucoup plus fort. Moi, je parle dans des médias panafricains qui le détestent et je rappelle tout le temps que Macron n'est pas un raciste.
Je tiens à le préciser parce que s'il y a bien une posture qu'on peut pas lui prêter, c'est le côté raciste. Il ne l'est pas. C'est quelqu'un qui est un pragmatique. Son pragmatisme peut être poussé à l'extrême, mais ça n'est pas. Et je suis pas macronien, je suis pas modem, ça m'intéresse pas d'être dans ces courants, mais il n'en demeure pas moins que je reste objectif par rapport à ce que je vois. Et il y a beaucoup de choses qui ont été bonnes chez Macron, mais ce qui est resté de son quinquennat, c'est un quinquennat calamiteux avec les gilets jaunes. C'est ça le sentiment qu'on a. Et en même temps, le côté Macron a ouvert à la diversité, ça je ne vais pas oublier, hein. Le Parlement français n'a jamais été aussi coloré que depuis qu'il est arrivé. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui sont faites. Macron, je le remercie, même s'il n'a pas été assez loin. C'est lui qui a été le plus loin pour la question algérienne, indiscutablement. Il a fait des efforts que personne en 60 ans n'avait fait avant lui. Il faut lui reconnaître ça. Oui, mais donc, c'est le seul qui l'a pas vécu. C'est aussi, voilà. Enfin bref, oui, désolé. oui, il y a ça, mais aussi les pressions, il y a tout un tas de choses qui s'exercent. Il n'en demeure pas moins que ce monsieur est un personnage qui est clivant. Alors, il y a de bonnes choses et de mauvaises, ça c'est clair, mais c'est pas un personnage qui laisse froid, parce qu'il a une personnalité qui peut être très clivante. Maintenant, sur la sobriété, le terme me gêne, parce que le terme sobriété, encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, c'est très connoté, mais c'est vrai que la problématique, et moi je me satisfais pleinement, pas de la guerre en Ukraine, ça m'écoeure, je me satisfais pleinement de l'augmentation des prix du pétrole et du gaz. Pourquoi? Et surtout du pétrole, parce qu'à chaque fois qu'il y a une augmentation importante, comme c'était le cas en 2014 jusqu'à maintenant, on est monté jusqu'à $120 en 2014, ou 140, mais 147 dans les pics de cotation, eh bien, les industriels occidentaux se mettent à réfléchir. Le cerveau fonctionne à nouveau et trouve la possibilité de faire des véhicules électriques. C'est grâce à ça qu'on a eu ces véhicules. Donc, plus le pétrole sera cher, il faut pas que ça impacte les pauvres, évidemment, mais plus le pétrole sera cher, mieux ce sera pour sortir du tout pétrole. Et là-dessus, par exemple, les éoliennes en mer, moi, je suis à fond d'accord, ça dérange personne. Et je pense que l'obsession anti-éolienne qu'on entend à l'extrême droite, c'est surtout l'extrême droite qui est là-dessus à la manœuvre, me dérange. Moi, non, mais ils sont obsédés là-dessus. Ils parlent que de ça. J'ai l'impression que c'est quasiment, ça les empêche de dormir. Et donc, par rapport à ces questions-là. Ça fait trop de bruit. Oui, moi, je pense qu'il est un peu cinglé. Moi, j'ai un problème avec ça. C'est vrai que j'aimerais qu'on en sorte par le haut. Surtout pas impacter les classes populaires, ça va de soi. Et surtout faire en sorte que ces réformes soient durables et qu'elles fonctionnent. Parce que jusqu'à maintenant, c'était à tâtons, en demi-teinte, on n'osait pas. Je prends un exemple très concret. Là, je vais revenir sur mon pays d'origine, l'Algérie. On avait un projet qui s'appelait Desertec, un projet européo-algérien. Ça a été mis par terre à cause de Monsieur Sarkozy. Il faut être très clair. C'est lui qui a saboté le projet parce qu'il voulait pas que les Allemands soient dedans, donc c'est malheureux. Voilà. C'était surtout un projet entre l'Allemagne et l'Algérie, et ça gênait énormément la France. Voilà. Tout à fait. Voilà. Mais quand je dis européen, c'est que l'Allemagne, et donc, par rapport à ça, moi, ça m'a posé problème parce que c'était un projet qui était formidable sur le papier et qui aurait dû alimenter toute l'Europe en énergie propre, totalement propre et pas dérangeante dans le désert, des éoliennes, des centrales photovoltaïques, c'est dérange personne. Héliocentre. Tout à fait. Voilà. Parce qu'on se retrouve en Espagne, surtout à la centrale Nour au Maroc. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ça a été déporté au Maroc, mais pour des besoins locaux, alors que l'Algérie, ça aurait pu être des besoins qui dépassaient les frontières africaines et algériennes. Donc, c'est dommage, et ces projets-là doivent être remis au bout du jour, à mon sens, parce que l'énergie la plus propre qui soit, c'est le soleil. Il y a aussi le géothermique, il y a aussi évidemment les éoliens, il y a aussi tout ce qui est les marées motrices, tous ces trucs-là, mais c'est vrai que si on en arrive à sortir, je parle juste du volet énergétique, hein, après tout ce qui concerne les produits parapétroliers, c'est autre chose. De ça, ce serait formidable. Après, on a une autre question qui se pose, c'est l'aviation civile. Parce que quand un avion décolle, c'est des tonnes de kérosène, c'est pas 3 litres d'essence. Donc là, c'est problématique et il va falloir réfléchir. Et moi, je lance une piste à un élu, tant mieux si mon message passe. Je pense que ce que l'Allemagne avait fait de plus beau dans sa pire période, c'était avant d'ailleurs les nazis, c'est ces fameux ballons dirigeables. Enfin, ces fameux les Hindenburg et autres. Voilà, les Zeppelin, voilà. Tous ces grands moyens de transport, on peut mettre 1000 personnes si on le fait bien, évidemment, avec un produit ininflammable, parce que là, ils sont cramés parce qu'ils avaient pas le bon produit. Mais si on est capable de remettre ça au goût du jour, on baisse la vitesse. Oui, bien sûr. On va baisser la vitesse de vol, de transport, mais on ne pollue plus. Et ça, c'est dommage qu'on ne remette pas ça. C'est ce genre de transport un peu plus sain. On va moins vite, mais c'est plus sympa. Je pense qu'il faut y réfléchir. Il faut revoir tout le mode de transport. L'homme a toujours été obsédé par la vitesse. Aujourd'hui, il faut réfléchir à peut-être revenir à des vitesses raisonnables, parce qu'en plus, les populations sont vieillissantes, donc elles ne suivent pas la vitesse, et faire en sorte qu'on sorte du tout pétrole et du tout hydrocarbure en règle générale. J'essaie de retrouver le nom de cet auteur qui avait fait l'éloge de la lenteur. Ah bah, je suis tout à fait d'accord avec ça. Olivier, un mot de la fin? Un mot de la fin? Un mot de la fin. Un mot de la fin là-dessus. Malheureusement, on est un peu comme les lapins dans la lumière des phares, et c'est pour ça qu'on arrive assez rapidement à être d'accord. C'est-à-dire qu'on voit la catastrophe nous arriver dessus. Je pense qu'on a eu un été qui nous a fait mal. En tout cas, j'y ai perdu 3 arbres donc sur les 10 que j'avais plantés.
Oui, si j'essaye de faire mon corps. Donc, on sait que c'est en train de nous arriver dessus, et quelque part, on n'a jamais su désigner notre ennemi. Notre ennemi, en tout cas tel que je le vois, c'est le carbone. Et lorsqu'on parle de l'extrême droite qui fait de l'obsession anti-éolien quand l'extrême gauche fait de l'obsession anti-nucléaire, moi je me rappelle juste d'un chiffre, c'était les millions qu'avaient investi les Russes pour financer des partis de tous bords avec une seule constante, surtout vous touchez pas au gaz. C'est ça, ouais. C'est ça que globalement, oui, on va être obligé de transformer notre société. Et là, pour nous, l'enjeu, il est là. C'est-à-dire que cet accompagnement de la transformation, c'était ce que je disais toujours, parce que j'ai été en région parisienne pendant très longtemps, donc il y a un quartier dans lequel de la ville dans laquelle je vivais qui s'appelait la Habette, qui est parmi les quartiers dans lesquels le bâti est le plus désastreux. Je disais finalement, quand on pense à ce qui va nous arriver dessus, c'est pas à moi qu'il faut penser. Moi, ça va. Vous savez, j'ai 11 hectares en Normandie. C'est là. Chill pour moi. Par contre, les mecs de la Habette, eux, ils ont rien d'autre. Hein. Ils ont leur appart. Le jour où la température va passer les 40 degrés, ils cuisent. C'est clair. Et le jour, parce qu'effectivement, c'est la moyenne qui augmente, je crois que là, le GIEC, pour le coup, nous annonce on devrait atteindre dans les 5 ans le fameux point d'inflexion à 1,5 degré d'augmentation de la température moyenne. Ça paraît pas énorme, mais le 1,5, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le climat n'est pas quelque chose de linéaire. C'est quelque chose, au contraire, dans lequel il y a des phénomènes de paliers. C'est-à-dire que vous êtes là, et tout d'un coup, vous passez juste la température, et paf, vous avez un effet énorme. Et là, en l'occurrence, c'est un effet d'oscillation avec des périodes très froides, des périodes très chaudes, mais qui continuent d'augmenter. Donc, on va atteindre ce qu'on appelle un état chaotique. Là, je sors un peu le climatique que je mets sur la table. Mais les systèmes chaotiques, ce sont des systèmes qui deviennent absolument imprédictibles. Et imprédictible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, pour les personnes les plus fragiles, on sera en incapacité de les protéger. Et à partir du moment où une société ne sait plus protéger ses plus faibles, les fragiles, bien sûr. Et tous, même les plus riches. Je pense que c'est le mot de la fin. Bah, le mot de la fin, j'ai rajouté un quand même. Juste un pour finir. Je t'en prie, Gamal. Et ce sera le dernier parce que c'est le plus intéressant à mon sens. On n'a pas été d'accord au démarrage, mais à la fin, bon, on a été d'accord. Voilà. Mais par contre, pour le mot de la fin, j'ai envie de dire que, et j'encourage tous les gens à faire, je vous connaissais pas, monsieur Olivier, je sais même pas votre nom de famille au demeurant, mais comment? C'est facile à retenir. Antor, c'est facile à retenir. Ah, Antor, effectivement. Donc, on dit Antor. Juste simplement pour vous dire que je vous félicite pour au moins une chose. On est d'accord sur rien sur les questions russes, parce que moi, je suis pour la paix rapide. Et c'est pas du tout la même approche, mais on est d'accord sur un point, c'est que vous avez planté les arbres, et là, franchement, j'applaudis de main. Chaque être humain, comme disait Voltaire, doit cultiver son jardin secret, donc planter les arbres parce que absolument, et on respirera mieux. Planter les arbres, vraiment, faut y aller à mort, quoi. Ça c'est un vrai mot de la fin. Et franchement, sincèrement, je vous ai pas coupé parce que c'était intéressant. J'ai vu ça. Non, mais parce que c'était intéressant. Et moi, j'aime bien le ping-pong. Et là, c'était un vrai match de ping-pong. Et j'ai un jeune, parce que moi je suis éducateur, Gamal, il sait très bien, j'ai un jeune qui est arménien et qui m'a appelé tout à l'heure et qui m'a demandé Salif, qui se passe en Arménie, faut que t'en parles, etc. Je dis, moi j'ai pas les compétences. Et vous avez glissé là, il était content et moi là je suis content. Donc je suis pas intervenu parce que c'était très intéressant. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup. Parce qu'on peut dire que c'était un peu animé, c'était un peu... c'était un peu rugby, quoi. Ouais, c'était un peu bistrot. Mais à un moment donné, vous défendez des positions, vous débattez, vous argumentez. Donc, merci beaucoup. Il est là, mon Greg, il est là, Greg 92. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à Bouchra. C'est grâce à elle que Olivier est venu. Merci infiniment, je sais qu'elle est là. Hein. Et puis, c'était très, ma foi, j'ai beaucoup aimé cet échange. J'ai appris plein de choses. Je vais l'envoyer à ma mère, elle va apprendre plein de choses. Parce que je fais des lives aussi pour ma maman. Parce que comme ça, elle apprend plein de choses. Donc, merci beaucoup à Gamal. Que dire de plus? Voilà, plantons des arbres. Voilà, j'aime bien ça à la fin. Plantons des arbres. Tout à fait. Et tout le monde est dedans, tout le monde est content. Il y aura le replay, oui, il y aura le replay sur ma page. Je vous souhaite une belle soirée à tous. Le débat permet d'avancer et c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on est ennemi, c'est pas le problème. On peut se contredire tout en se rejoignant, on l'a prouvé aujourd'hui. Voilà. Et on respecte toujours ceux qui sont partis parce qu'ils disaient que c'était un peu trop offensif.
bah, vous viendrez à la fin et voilà, on est plein de sourires et on est là, plein Tout à fait. de belles paroles, plantons des arbres. Merci, bonne soirée à Merci à tous. vous deux. Belle Au revoir, soirée et merci à merci toi. pour les auditeurs. À bientôt. Merci. Bonne À soirée. bientôt. Bonne soirée.